Dans l'attente des résolutions du sommet d'Accra, c'est l'intitulé de notre première thématique. Bonjour l'Afrique et bonjour le monde, bienvenue mesdames et messieurs à cette édition spéciale. Tout au long de la journée, vous verrez défiler sur ce plateau des présentateurs et des panélistes venus de tous bords pour se pencher sur deux thématiques. Tout d'abord, la question malienne avec le sommet d'Accra qui se tient en ce moment même. Les chefs d'État sont en train de réfléchir s'il faille lever ou non les sanctions contre le Mali afin de permettre à la sous-région de souffler un tout petit peu. En tout cas, au fil de ces émissions, nous vous donnerons des informations en s'appuyant naturellement sur les analyses de nos différents panélistes. On parlera aussi de la RCA puisque ce jour est un grand jour pour la République centrafricaine du professeur Faustin Archange Touadéra. De ce côté-là, c'est le lancement justement de la crypto-monnaie Sango qui se fait. Le moment venu, vous aurez donc la retransmission en direct du déroulé de cette cérémonie qui verra défiler tour à tour le président de la République, Faustin Archange Touadéra, pour son discours et les différents techniciens qui ont travaillé à la création de cette monnaie numérique et donc le Bitcoin, pour ne pas dire le Sango Coin, donc va voir le jour officiellement ce jour, ce qui permettra peut-être, et là ça sera ma question, à la RCA d'aller finalement, enfin j'allais dire, vers son projet de développement. Eh bien, on en parle dans quelques instants avec nos invités. Pour ce premier plateau, je suis avec le professeur Belek, scientifique, astronaute, si je puis le dire ainsi. Professeur Belek, astronome. Physicien astronome, merci à vous, cher président Bandakani. Vous avez trahi que vous étiez déjà sur le plateau. Alors, bonjour, professeur Belek. Bonjour, Bachir. Bonjour à mon co-panéliste sur le plateau, le président Bandakani. Oui. Bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne, hein, oui. For You TV. Oui. Bonjour à l'équipe technique, en particulier celui que je vois là, qu'on a l'habitude de voir régulièrement. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà. Merci de m'avoir invité une fois de plus. Tout le merci, il est à vous et de repartager le plateau avec le président Bandakani. Comme ce fut le cahier là. Comme ce fut le cahier. Alors, en tout cas, c'est tout un honneur pour nous de vous avoir, professeur. Malgré cette convalescence, vous êtes là. Ouais. C'est l'Afrique qui est très honorée de vous avoir. Je m'assure surtout que je ne suis pas contagieux. Ça ne sera pas. À partir du moment où je ne suis pas contagieux, je peux faire l'effort d'être sur le plateau. Merci en tout cas. Eh bien, vous l'avez dit. Et à nos téléspectateurs également, nous sommes avec le président du nouveau mouvement populaire. Et c'est donc le président Bandakani qui est avec nous ce matin encore. Président Bandakani, bien le bonjour. Bonjour mon cher Bachir. Tu sais que je suis toujours très content d'être à côté de toi. Ouais. Tu es une figure majeure du journalisme panafricaniste. Figure pionnière. Vous êtes une autorité journalistique. Merci, président. Que vous le vouliez ou pas. Merci de m'avoir invité. Je salue mon aîné, le savant, professeur Belek. Vous savez à quoi on reconnaît un savant? Vous le dites? L'humilité. Ah d'accord, je croyais que c'était la coupe. Non, c'est l'humilité. Okay. Vous voyez comment il est tout. Oui, oui. C'est ça qui m'impressionne toujours avec lui. Et ça fait que les gens oublient, les gens n'ont pas tendance à imaginer son épaisseur, son épaisseur scientifique. C'est quelqu'un qui a une autorité mondiale établie. Oui. Bon, dans son pays, on ne reconnaît pas sa valeur, mais c'est une question de temps. C'est une question de temps. Oui. C'est que nous sommes très heureux de partager le plateau avec lui. C'est mon compagnon de lutte. Oui. C'est un aîné, c'est un compagnon de lutte, c'est un encadreur. Il nous apprend beaucoup de choses. Et nous travaillons ensemble. C'est une chance pour l'Afrique. Je suis très content que vous nous ayez mis ensemble cet après-midi pour essayer de dire ce que nous allons encore dire. Je me répète à dessein. À nos téléspectateurs que je salue. Je salue les techniciens. Ils sont très nombreux à avoir honoré les rendez-vous. Hein. Je les salue. Oui. Je salue les techniciens qui font un travail extraordinaire en très peu de temps pour positionner cette chaîne au niveau d'une crédibilité technique qui est indéniable. Je salue le promoteur de cette télévision et je vous salue encore une fois le plus particulièrement. Merci, président Bandakani. Eh bien, nous complétons le panel avec un autre. C'est peut-être le plus jeune de vous trois, messieurs. Mais c'est un géostratège et on aime bien l'avoir sur les antennes de For You Media. Vous l'avez dit, c'est votre fils. Il s'agit de Charlie Kenyé en duplex de Yaoundé. Charlie, bien le bonjour. Bonjour, mon très cher ami Bachir. Et je salue le président Bandakani, ce sommité dans le monde et dans l'univers panafricaniste. Je salue cette grande personnalité avec révérence, avec référence. Je salue également l'honorable, le président venait de le dire tantôt, le très célèbre professeur
qui n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur, mais dont nous avons toujours le plaisir. Et nous sommes très ravis justement de ces analyses. Donc c'est moi une fois de plus qui vous remercie de cet honneur que vous me faites à nos confiants à ce festin intellectuel. Nous espérons, comme à l'accoutumée, qu'au sortir de cette émission, nous puissions apporter un plus au-delà du jeu, mais des enjeux justement qui conditionnent l'actualité nationale et internationale. International et quand... Oui, d'accord. Il fait beaucoup de production intellectuelle. Il est très prolixe ces temps-ci. Oui. Je le dis que je le lis. Oui, beaucoup de ces chroniques. Je le suis. Je crois que la dernière parlait même de la République démocratique du Congo. Tout à fait. C'est pour l'encourager. Voilà. Eh bien, Charlie, vous l'avez suivi. Les encouragements du président. Merci, président. Voilà. Eh bien, messieurs, on parle de l'international et donc on parle du Mali, de la Guinée. On va y associer le Burkina Faso, dont le destin est lié à travers la CEDEAO qui se réunit donc depuis quelques heures déjà à Accra, la capitale du Ghana. On parle du destin de ces pays. Président Bandakani, alors revenons, si vous le voulez bien, à la genèse. Comment ça se passe pour qu'on retrouve une organisation sous-régionale en train de sanctionner ses propres membres? D'abord, je voudrais, Bachir, lever une équivoque. Oui. Si c'en est une. Le destin du Mali se joue pas à Accra. Il ne faut pas donner beaucoup d'importance au sommet d'Accra. Le destin du Mali se joue au Mali. Et il se joue bien dans les mains des Maliens. Le sort du Mali n'est pas dans les mains de ces dirigeants irresponsables qui sont tous réunis à Accra. Donc, vous me demandez de revenir à la genèse de cette sanction. Oui. Vous ne comprenez pas cette affaire, mon cher Bachir, si on ne convoque pas aussi, ici, l'architecture géo-institutionnelle mondiale. Je vais m'expliquer. Vous savez, la CEDEAO est une institution, parlons comme ça. Oui. C'est une institution. Et ce n'est pas une institution sui generis. Comprends? Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel comme ça, qui est né comme ça. Ça a émergé dans un environnement dont elle dépend. Je veux dire que la CEDEAO ne peut pas émerger dans l'environnement ouest-africain que nous connaissons à travers ses permanences historiques, ses variables conjoncturelles, n'est-ce pas, sans ne pas être le fruit de ce contexte-là. Je veux dire que la CEDEAO, telle qu'elle a été constituée, ne peut pas travailler pour l'Afrique, ne peut pas travailler pour l'émergence de la sous-région. Parce que son ossature et sa structure, de manière fondamentale, sont contre l'Afrique et ses intérêts. Et pourtant, c'est une organisation qui avait été créée dans le souci, bien sûr, de fédérer les États, les amener à penser d'une même manière. Dans quel environnement est-ce qu'elle émerge? Elle émerge comme institution. Dans quel environnement? Dans un environnement néocolonial, colonialiste. Dans un environnement où l'Afrique est sous occupation étrangère, mon cher Bachir. La région que vous appelez l'Afrique de l'Ouest n'a jamais été une région libre. C'est une région qui a toujours été sous occupation étrangère, en particulier celle de la France, mon cher Bachir. Le Nigeria, qui était un pays qui, par sa masse démographique, aurait pu peser, est dirigé depuis par des personnes, des dirigeants, qui n'ont pas de projet capable, n'est-ce pas, de convertir ou bien de dépasser l'environnement, cet environnement colonial et néocolonialiste sous-régional au profit de leur pays. Le Nigeria est un pays qui est travaillé par une corruption systémique extraordinaire qui vient de sa dépendance au pétrole. Et cette dépendance pétrolière a conjugué les maux historiques du secteur pétrolier. Oui. La corruption et la dépendance géopolitique du pétrole qui fait que les puissances pétrolières qui sont coiffées par les États-Unis ont fait du Nigeria un paradis de la corruption systémique. Donc la succession des dirigeants qui a eu au Nigeria ont été confrontés à ce problème-là. Je ne dis pas qu'ils sont corrompus individuellement, mais il y a une corruption systémique qui bride, verbe brider, la capacité des leaders nigériens, n'est-ce pas, à implémenter un projet de libération digne de ce nom pour ce pays. Et ils ont été confrontés à la sécession biafraise, qui a marqué l'histoire de ce pays et a marqué même le destin institutionnel du Nigeria. Oui. Et d'ailleurs, quand je vous dis, vous avez vu Boko Haram, qu'est-ce que Boko Haram au Nigeria, c'est quoi? C'est la géopolitique, mon cher Bachir. C'est la géopolitique qui s'enracine dans la corruption des élites, pas la manne pétrolière, qui a divisé le Nigeria en un grand nord musulman et un sud créé une caricature dont on connaît
les tenants et les aboutissants, qui débouchent, n'est-ce pas, sur ce genre de guerre civile, qui bloque un pays et le fait tourner en rond. C'est ça le Nigeria. Donc, du coup, le leader naturel de la sous-région est paralysé. Ça permet donc à la France de fanfaronner en bricolant ce type d'institution qui est calqué, mon cher Bachir, sur le modèle des institutions mondialistes que vous connaissez. L'ONU, n'est-ce pas? Tout l'ONU, l'Union européenne, toutes ces structures-là qui font que nos institutions sous-régionales sont les démembrements de l'ONU avec tous les torts, ou de l'Union européenne. C'est cela qu'il s'agit. La CEDEAO, c'est un montage institutionnel qui, sur le plan de l'apparence, peut vous faire rêver, mais qui, en fait, de façon systémique, ne peut pas produire quelque chose sur le continent, sur la sous-région. Vous prenez les crises depuis la crise libérienne, vous prenez la Sierra Leone, regardez les interventions, la CEDEAO, que ce soit avec l'affaire, avec les Comores, CEDEAO. Regardez la crise ivoirienne. Vous allez comprendre la réalité de la CEDEAO et son implication dans les crises. Elle a toujours été du côté des ennemis de l'Afrique, mon cher Bachir. Elle n'a jamais été en mesure de prendre un problème, de le résoudre au profit non seulement de la sous-région, des populations et même de la crédibilisation de cette structure-là. Donc, si vous prenez les Comores, vous voyez ce qui s'est passé, les Comores, le goût amer que ça a laissé aux populations, que ce soit au Libéria ou en Sierra Leone, mon cher Bachir. Vous prenez la crise ivoirienne, c'est un scandale où la CEDEAO a été carrément alignée, était pratiquement le sous-bras armé, n'est-ce pas, de projets criminels de la communauté internationale. Vous allez voir la crise malienne, mon cher Bachir, vous avez la continuité de cette trame néocoloniale, de cette structure, qui fait que, un peu que faire ce qu'elle produit là. C'est quoi la crise du Mali, mon cher? C'est une honte. Là, c'est encore très grave. On a vu quelques semaines avant les sanctions, M. Macron et Mme Parly dire que le Mali sera sanctionné dans les jours qui viennent. Oui. Donc, la CEDEAO a reçu l'ordre de sanctionner le Mali, mon cher Bachir. Et il faut rappeler auparavant, avant ces sanctions, que la CEDEAO est incapable de voler au secours d'un État membre, alors que cet État membre a vu son territoire occupé à 80% par les terroristes. On parle du Mali. Je parle du Mali. Oui. La CEDEAO n'a pas été en mesure de prendre la moindre initiative pour voler au secours de l'État membre. Vous m'expliquez ça? Alors que là, par contre, au niveau de la CEDEAO, il y a des dispositions qui sont prévues dans des cas pareils, Bachir. Que ce soit au niveau de sa charte, ses objectifs, et même dans certains protocoles additifs. Mais rien n'a été fait. Vous savez pourquoi? Parce que le patron de la CEDEAO était en première ligne pour générer le terrorisme, l'entretenir, le nourrir, n'est-ce pas, pour les besoins que nous connaissons tous. Je parle de la France et l'Union européenne. Donc du coup, la CEDEAO a laissé un pays membre être détruit, être menacé de disparition sans réagir. Pourtant, il y a des obligations statutaires liées au fait que le Mali est membre de la CEDEAO. Et lorsque le Mali va donc avoir un sursaut, par le biais de son peuple et de la frange patriotique de l'armée, qui est composée, mon cher Bachir, de militaires qui ont fait leur preuve au front contre les terroristes, il faut le rappeler, mon cher Bachir, la CEDEAO va sortir du trou de son sommeil et va sanctionner le Mali. Alors, ce qui est grave, c'est que, mon cher Bachir, il n'y a aucune référence à aucun texte de la CEDEAO pour justifier les sanctions. Ni le protocole additif, ni les chartes originales de la CEDEAO. À aucun niveau dans la CEDEAO, Bachir, il n'y a aucun élément juridique, aucun texte, aucun article qui donne le droit de sanctionner le Mali. Oui. Donc les sanctions ont été fondamentalement, profondément, intégralement illégales, mon cher Bachir. Et en plus de ça, la dignité de tous les Africains s'est sentie froissée, Bachir. Ça fait des siècles que les Africains ne se sont pas aussi sentis humiliés, comme ils ont été humiliés par le comportement des dirigeants de la CEDEAO, qui à cette occasion ont fait honte et nous ont fait regretter d'avoir appelé certains parmi eux présidents. C'est de cela qu'il s'agit. D'où la colère qui est montée du plus profond du continent pour traiter ces présidents de tous les noms qui le méritaient d'ailleurs. Et c'est ça qui conduit jusqu'aujourd'hui, mon cher Bachir. Le peuple malien a démontré que les sanctions, il a vidé les sanctions de son contenu. La résistance héroïque du peuple malien et de ses dirigeants a rendu les sanctions nulles. Et de gesticulation en gesticulation, la CEDEAO s'est retrouvée avec deux autres cas
de prise de pouvoir par les militaires, La Guinée et le Burkina Faso. où on a vu de la discrimination objective dans les traitements. On est violent avec le Mali, sauvage avec le Mali, et avec le Burkina Faso. Je ne juge pas le Burkina Faso, ce n'est pas de leur faute, ni de la Guinée, ce n'est pas de leur faute. Mais on constate une discrimination objective inexplicable sur ces deux cas. Donc il y a un acharnement particulier sur le Mali, mon cher Bachir. Il y a un acharnement particulier sur ces pays à cause des orientations de ses dirigeants. Bachir, à cause du contenu de la démarche révolutionnaire des panafricanistes qui accourt au Mali et qui est une menace terrible pour, n'est-ce pas, M. Ouattara, M. Bazoum et leurs confrères qui sont des régimes anti-africains qui roulent contre le continent. Alors, ça fait que le Mali a tenu. Il y a une dynamique sous-régionale qui est née à la faveur de ces sanctions. Une donne nouvelle Bachir a émergé dans la sous-région. C'est-à-dire un axe s'est fait Bamako, Mauritanie, Alger, cher Bachir, qui se prolonge au plan international et global sur la Chine et la Russie. Et du coup, la CEDEAO est paralysée. Vous savez pourquoi? Elle est incapable de parler très fort à la Guinée et au Burkina Faso. Vous savez pourquoi, non? On a peur de les énerver de manière à ce qu'ils basculent carrément dans l'axe que je viens de vous décrire. C'est de cela qu'il s'agit. Il y a donc l'impasse. Et le dernier sommet de la CEDEAO s'est terminé par un flop. Le 4 mai, voilà. Le 4 juin. Un échec, un flop, une incapacité à dire quoi que ce soit sur le Mali. Nous n'attendons rien de ce sommet. Quelle que soit la mesure qu'ils vont prendre, les Maliens sont habitués à vivre sans la CEDEAO et sans l'organisation sous-régionale. Les Maliens ont tourné leur regard ailleurs. Le monde est grand. Ils sont en train de bâtir des partenariats nouveaux. Ils sont en train de créer les alternatives géopolitiques, géoéconomiques et géomilitaires. On s'en fout de la CEDEAO. Merci, président Bandakani. Avant de revenir sur le plateau central, je vais aller vers Charlie Kenyé, du côté de Yaoundé. Charlie, alors comment appréciez-vous justement le bras de fer qui s'est opéré jusqu'ici entre le Mali et la CEDEAO? Alors il faut bien rappeler que pour les autorités maliennes, étant membres fondateurs, pour ne pas dire les pères fondateurs même de cette organisation sous-régionale, ils ne voudraient pas s'isoler dans l'immédiat de cette organisation. Ils donnent encore un bénéfice du doute à la CEDEAO. Comment vous appréciez tout ce qui s'est passé jusqu'ici? Bien, déjà, il faut rappeler que entre la CEDEAO et le Mali, moi personnellement, je ne vois pas de bras de fer. Je vois un État souverain qui fait ce qu'il a à faire pour défendre ses intérêts, pour défendre sa population, pour défendre son peuple. Et d'un autre côté, je vois une organisation sous-régionale au service de grands lobbying internationaux qui, justement, au lieu de respecter même la propre charte qu'elle s'est fixée, se plaît par contre à sévir, se plaît à nuire aux intérêts non seulement de la sous-région dont elle a promis de défendre, mais bien plus encore se lance dans une posture esclavagiste, il faut le rappeler, je dis bien esclavagiste, de nature à toujours maintenir un État entre guillemets souverain sous le joug de ce qu'on appelait, de ce que communément le président appelle les mondialistes. Donc voilà un peu de quoi il est question. Mais pour aller plus loin dans l'analyse, rappelons ici, conformément à la thématique, dans l'attente des résolutions Mali, dans l'attente des résolutions du sommet d'Accra. Non, le Mali n'est pas dans l'attente des résolutions du sommet d'Accra. Au contraire, le Mali sait ce qu'elle a fait et le Mali fera ce qu'elle doit faire pour justement défendre sa souveraineté. C'est la CEDEAO aujourd'hui qui est dans la peur justement de ce qu'elle pourrait créer comme conséquence à travers les résolutions qui seront prises. Et le président l'a si bien dit, beaucoup de gens ne voient pas que nous sommes en train d'aller vers une sorte de dislocation de cette sous-région. C'est la raison pour laquelle lors du dernier sommet, ils n'ont pas été, je ne vais pas dire unanimes sur la décision à prendre, mais tout simplement pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que l'axe qui est en train d'être créé, ou l'axe qui s'est même déjà créé, n'attend que les résolutions qui seront prises dans les jours à venir pour justement soit se renforcer et par ricochet entraîner une certaine dissolution de la CEDEAO ou alors se confumer dans ce qui a déjà été pris jusqu'à présent. Si on observe très bien, on voit concrètement que la Guinée-Conakry ou encore le Burkina Faso
sont en train de faire les yeux doux à cet axe-là. Et le Mali aujourd'hui, à travers ce qui est en train d'être pris là-bas, les décisions, alors les résolutions qui sortiront de ce sommet de la CEDEAO vont justement conditionner l'avenir de cette sous-région. Parce que si on observe les dynamiques populaires à l'intérieur du territoire malien, on comprend très bien que les associations ou alors les mouvements politiques aujourd'hui sont en train de demander aux autorités maliennes justement de basculer, pour ne pas dire de sortir de cette sous-région. D'ailleurs, beaucoup aujourd'hui appellent à quitter la zone CFA. Et si on voit très bien ce qui est en train de se construire du côté des autorités de la CEDEAO, du côté des pairs de cette sous-région-là, ils ont justement peur qu'avec le retrait du Mali de cette sous-région-là, cela puisse attirer d'autres États tels que la Guinée-Conakry et le Burkina Faso, qui va porter un coup justement à l'existence même de la sous-région. Rappelons que s'il faut même parler de cette sous-région avec des géants comme le Nigeria ou même comme le Ghana, le Nigeria indirectement est en train de lorgner la communauté économique régionale, c'est-à-dire que cette sous-région qui est en train de fusionner entre la CEMAC et la CEAC, avec le Cameroun et le Congo au cœur de cette dynamique-là. Donc, même le Nigeria n'est pas sûr de se maintenir dans la sous-région ouest africaine. D'ailleurs, le Nigeria l'annonçait tantôt qu'avec ce qui est en train de se préparer entre la France et la Côte d'Ivoire, on nous parle là-bas de l'écho, il est très sûr que le Nigeria ne restera pas dans cette sous-région. Donc, pour dire que c'est une sous-région qui, à travers les résolutions ou alors à travers les décisions qui seront prises dans les jours à venir, ces décisions vont conditionner même l'avenir de cette sous-région-là. Et le Mali n'est que là en train d'observer, parce que d'un côté comme de l'autre, ce pays sortira gagnant parce qu'ils sont dans une dynamique irréversible, c'est une dynamique populaire qui va se faire avec ou sans la présence des autorités actuelles. Donc, parler aujourd'hui du Mali comme un État qui serait conditionné par une quelconque décision venant de la CEDEAO, je ne pense pas, parce que le Mali aujourd'hui est dans une dynamique, celle de sa souveraineté, celle de l'expression des besoins de son peuple, et en ça, la CEDEAO n'est qu'observateur. Donc, en termes de prospection, si on peut le dire ainsi, de ce qui est à venir, on peut tout simplement dire que les pairs de cette sous-région, qui, il faut bien le rappeler, sont conditionnés ou alors sont toujours à la quête de cette crédibilité internationale et non de cette légitimité populaire, ils sont en train de jouer l'avenir de cette sous-région. Et pourquoi? Parce que dès le départ, les populations se rendent compte que la CEDEAO en elle-même a trahi, parce qu'il s'agissait là d'une communauté de peuples qui devait fédérer un ensemble d'ethnies de cette sous-région-là, qui sont constituées de Bambara, de Soussou, de Malinké, on les appelle comment, de Doula. Mais aujourd'hui, c'est CEDEAO qui en réalité devait mettre en communauté ces peuples-là, est en train de les diviser. Si on prend même le cas du Mali aujourd'hui, si vous voyez celui qui est à la tête du département des relations extérieures, la personne d'Abdoulaye Diop, vous verrez très bien que le nom Abdoulaye Diop n'est pas un nom très méconnu du côté d'un pays, par exemple, comme le Sénégal, ou encore même d'un pays, par exemple, comme la Côte d'Ivoire ou encore le Burkina Faso. Vous voyez que c'est une communauté de peuples. Alors, la CEDEAO, dans sa dynamique, dans l'objectif de sa création, à savoir fédérer ces peuples-là, la CEDEAO s'est plutôt instituée comme organe de contrôle, de sanction, d'ailleurs que la CEDEAO n'a pas vocation à sanctionner. Le seul organe aujourd'hui, au niveau de cette sous-région capable de sanctionner, c'est la Cour de justice des peuples ou encore le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Voilà pourquoi la CEDEAO a voulu faire passer ces sanctions au niveau du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Vous avez vu que ça n'a pas prospéré. C'est la raison même pour laquelle le président Emmanuel Macron a porté les sanctions de la CEDEAO au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, que ça n'a pas prospéré parce que la Chine et la Russie ont imposé leur droit de veto. Donc vous voyez que la CEDEAO aujourd'hui est en train de tout faire pour justement amener cette sous-région à sa propre perte. Donc le Mali est un État qui observe tranquillement les événements à venir, mais en continuant de faire ce qu'elle a fait pour toujours défendre sa souveraineté et préserver l'intérêt et le bien-être de sa population. On va rester toujours sur ces questions de sanctions, professeur Mbelek. On a quand même envie de reprendre un mot du président Wanakani quand il parle d'acharnement contre le Mali. Pourquoi cet acharnement, particulièrement contre le Mali? Oui, il y a un acharnement contre le Mali parce que le Mali est comment dire, le pays phare aujourd'hui de la lutte pour la conquête de la souveraineté en Afrique. Et cette conquête de souveraineté qui doit se faire au profit des peuples africains se fera aux dépens des colons et des endocolons, évidemment.
Et ensuite, cette prise de souveraineté s'accompagne, qui a bien sûr est bien accueillie par toutes les populations africaines hein, qui suivent les actualités. Et elle est aussi en droite ligne, en adéquation avec le panafricanisme. Toutes choses que les impérialistes occidentaux n'aiment pas. Puisque le président Bandakani m'en sera témoin, quelqu'un comme Emmanuel Macron a déclaré la guerre aux panafricanistes, hein, avec son sommet de Montpellier en particulier. Nous appelons ça sommet, il dit sommet. Alors, donc, mais j'aimerais, Bachir, revenir sur un petit détail. Je vous en prie. Pourquoi le Mali tient tant à la CEDEAO? Oui. Il ne devrait pas tenir autant. Je vais m'expliquer. Au moment où le Mali entre dans la CEDEAO, il y a le franc malien. C'est-à-dire que le Mali entre fièrement dans la CEDEAO avec cet objectif que je vais lire rapidement. C'est sur Modibo, je crois. Non, Oui. le coup d'État avait déjà eu lieu. Ok. Le CEDEAO a été créé en 1975. Même 1975. Modibo qui était le coup d'État, lui a été fait en 1968. Voilà. Donc, je le lis rapidement. L'objectif de la CEDEAO, lorsque c'est créé en 1975, rapidement, c'est l'élément principal. Son objectif principal est de promouvoir, j'ouvre les guillemets, est de promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective d'une union économique de l'Afrique de l'Ouest, en vue d'élever le niveau de vie, ce qui au Cameroun a appelé l'élévation du standard de vie. De standard anglais, niveau français, c'est tout. D'élever le niveau de vie de ces peuples, de maintenir et d'accroître la stabilité économique. Accroître la stabilité, maintenir et accroître la stabilité économique. On n'a pas dit de créer de la stabilité. C'est marqué là. De renforcer les relations entre les États membres. On n'a pas dit de les diviser. Et contribuer au progrès et au développement du continent africain. Donc, projet panafricaniste. On est d'accord? Oui. Tout ce que la CEDEAO actuelle fait honte. Ça ne colle pas. Là, ils s'acharnent sur le Mali. Quand le Mali a eu des difficultés avec les terroristes, pourquoi ils n'ont pas envoyé une armée? Le Comore, là, existait déjà. Oui. C'est la solidarité, là, je viens de lire les textes, là. Ils n'ont rien fait de tel. Parce que ces forces que nous savons maintenant, parce qu'au début, peut-être qu'on ne savait pas trop, étant des forces impérialistes, nourries par l'impérialisme, je parle du terrorisme au Mali, évidemment, la CEDEAO, entre-temps, s'est corrompue. C'est pour ça que je dis que le Mali n'a plus. Il n'y a plus. Lorsque, au jour d'aujourd'hui, dans le Mali, entre en 1975, il y a le franc malien. Mais en 1984, le Mali était dans la CEDEAO, le Mali passe en zone CFA. Donc la CEDEAO a contribué à corrompre le Mali. Non mais disons les choses. Ça c'est l'historique. Vous voyez? Les données historiques sont importantes. Parce que c'est la mémoire. Et la mémoire en Afrique c'est important. Est-ce que le refus des autorités de quitter la CEDEAO en l'état actuel ne serait pas dans cette volonté ou l'espoir de reconvertir justement cette CEDEAO à ses missions initiales? Impossible. D'ailleurs, Charlie Kenya dit quelque chose d'important. Au fait, ce n'est pas un reproche que je fais à la gouvernement de transition. Hein. Je dis simplement que ce n'est pas nécessaire de s'encombrer de cela. Oui. Parce que la CEDEAO a été corrompue depuis et au passage a corrompu le Mali. Et tous les pays qui intègrent la CEDEAO sont corrompus. Et le Nigeria, Charlie Kenya dit quelque chose tout à l'heure, j'ai retenu. Pourquoi le Nigeria, qui est une puissance africaine sur le plan économique, c'est reconnu maintenant, qui est une puissance, au niveau démographique, n'en parlons pas, au niveau militaire, à tout scientifique, à tout point de vue. Je vous signale, moi je suis le seul et unique astrophysicien ici au Cameroun. Hein. Mais au Niger, il y en a. C'est le professeur Nouan, c'est notre aîné à tous, Nouanko Pius Okeke, qui est le premier astrophysicien dans la sous-région là, diplômé avec son doctorat, qu'il a eu avec un grand maître astrophysicien anglais. Oui. Et quand il rentre, c'est pas ces fonds qui commencent maintenant à essayer de motiver les jeunes aussi à s'orienter vers l'astre. Et il en a formé plein, et beaucoup ont fait l'astre. Et maintenant, ça sur le gouvernement nigérian met des fonds. Ils ont même un centre d'études spatiales au Nigeria. Par la volonté d'un homme de la taille de monsieur Pius, et qui me connaît. On ne s'est jamais rencontré, mais il connaît très bien. Ok? Voilà. Parce qu'on aurait pu avoir une collaboration. C'est la guerre au Mali qui a empêché beaucoup de choses. Et donc, parce que moi, le projet que j'avais au Mali, j'avais déjà. Le professeur Okeke était au courant. Et il était prêt à m'appuyer. Ça, c'est quand même des choses. Je ne dis pas. Tout à l'heure, on parlait de ma modestie, mais il y a des choses que je ne dis pas. Donc, si je profite là pour le dire. Vous en prie, allez-y. Beaucoup de choses que je ne dis pas. Moi, je ne suis pas très bavard. Pourquoi? Parce qu'il faut être stratège. Parce qu'il faut être intelligent. Et votre projet, pourquoi avoir choisi le Mali? C'est une parenthèse, quoi. J'ai été au Mali
D'abord, c'est un pays africain. Oui. Avant, j'avais fait l'Algérie, la Tunisie. J'ai été au Mali parce que j'ai été orienté par un frère africain-américain qui a été même conseiller scientifique de Barack Obama, qui s'appelle James Sylvester Gates, qui était lui-même professeur de physique à l'Université du Maryland. Voilà, c'est un des grands spécialistes de la théorie des cordes, à l'époque où la théorie des cordes était encore à la mode. Et c'est James Gates, parce que moi, en 2004, j'ai écrit du courrier à beaucoup de physiciens d'origine africaine, et donc à Gates, mais il n'y avait pas que Gates, il y en avait d'autres, il y avait même, il y en a un qui est d'origine ougandaise, un autre qui est d'origine jamaïcaine, bon, je ne vais pas citer tous les noms, voilà, c'est Bonnier pour l'Ougandais, il y a... Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Oui. Bon, en tout cas, et puis, il y en a qui ne m'ont même pas répondu, d'autres qui m'ont répondu. Et parmi les réponses, j'avais celle de James Sylvester Gates, on appelait tout simplement Jim Gates. Et il m'a dit, je vais au Mali. Et là-bas au Mali, il y a des jeunes qui pensent comme toi. Donnons-nous rendez-vous au Mali. Je suis arrivé au Mali, je te dis que le jour où j'arrive au Mali, le lendemain, je suis à la présidence de la République avec les collègues maliens. Et ça a été comme ça avec moi. Quand j'étais en Algérie, c'était pareil. Quand j'étais en Tunisie, c'était pareil. Il n'y a pas un pays où j'ai été en Afrique et je n'ai pas été intégré directement par les nations, dès qu'elles sont un peu panafricanistes en tout cas. Ok, voilà. Donc, c'est comme ça que mon attache avec le Mali se fait, sans compter la tradition astronomique à travers les Dogons. Oui. Parce que j'ai été, finalement, je suis arrivé jusqu'à Sanga. Vous nous dites très souvent, les Dogons sont des astronomes. Mais c'est connu mondialement, pour ceux qui s'informent. Les astronomes, c'est il y a des sites, astronomes, il y a des sites astronomiques à Sanga, où on peut observer le lever héliaque de l'étoile Sirius. Je te montrerai. Oui. J'ai quelques images. Alors, donc, par exemple, le site de Poliokomo, à Sanga. Oui. Pour ceux qui ils peuvent y aller demander. Mais ici, demandent aux habitants, ils ne vont pas trouver. Il faut demander aux initiés. Oui. Voilà. Alors, sinon, et puis ce n'est pas le plus grand site astronomique chez les Dogons. Le plus grand site, c'est à Yuga. Mais Sanga, c'est le site qui est le plus connu parce que c'est celui qui s'est ouvert au monde. Voilà. À Yuga, les gens sont un peu plus fermés. Et c'est très traditionnel. Alors, donc, pour revenir, je disais donc que Charlie Kenya a fait cette remarque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Nigeria, sentant la corruption de la CEDEAO, ne prend même plus la peine de peser de son poids. Puisque, je viens de l'apprendre de Charlie Kenya, elle a un projet de se retirer. Parce qu'elle a compris que cette organisation était corrompue. Donc, c'est cette corruption qui fait que je suis seulement en train de donner quelques éléments pour que le gouvernement ne se sente pas pieds et mains liés par ces données historiques, qu'à un moment donné, on peut très bien arracher ton bien et le corrompre. Dès que c'est corrompu, il ne te sert plus à rien. Autant créer un nouveau bien. C'est ce qui explique pourquoi on passe de tel empire. Il y a eu Ghana, il y a eu Mali, il y a eu Songhai. À chaque fois, on recrée un autre empire. Si le premier empire, parce qu'il y a eu telle ou telle corruption qui vient de l'étranger, on va créer un autre empire qui va peut-être même encore plus grand. L'empire Songhai était même plus grand que l'empire du Mali. Bon, voilà. Donc, on peut très bien revoir ces positions, pourvu que l'Afrique avance. On n'est pas là à s'attacher par et donc, dans le cas de la CEDEAO, une donnée affective. Vous dites que c'est impossible de repenser cette CEDEAO, la ramener à ses missions initiales. La preuve de sa corruption, si la CEDEAO, s'il n'y avait pas ce genre d'ouverture par la corruption, pourquoi le Maroc demanderait son adhésion à la CEDEAO? Pourquoi pas la CEMAC? Pourquoi le Maroc le fait? Tout le monde sait que Peut-être par rapport à la proximité? Pas du tout. C'est pas la proximité. La proximité ne joue pour aucun pays africain. On peut très bien ici au Cameroun avoir des relations directes avec l'Afrique du Sud. Tout ça, c'est l'Afrique. Parce que c'est la vision panafricaine. Il n'y a pas d'affaire de proximité. Même s'il y a des 10 000 frontières, puisque tous ces États sont des États créés par les frontières sont coloniales. Donc il n'y a pas de problème de proximité. C'est comme si quelqu'un qui est en Californie, aux États-Unis, avait un problème avec quelqu'un qui est dans l'État de Washington. Non. Et pourtant, il y en a un côte ouest ou c'est côte est. Non, c'est la même chose. C'est toujours les États-Unis. Donc l'Afrique, c'est pareil. On peut collaborer, peu importe, en attendant que toutes les frontières s'ouvrent. Voilà. Donc je ne dirais pas que ce n'est pas un problème de proximité. C'est un problème que le Maroc, puisque je sais que ceux qui gèrent le Maroc, c'est la famille Azoulay, représentant des Rothschild localement. Est-ce que le Mali peut s'isoler de la CEDEAO et pouvoir s'en sortir comme il se doit? Est-ce que finalement... vivre en autarcie, notamment dans cette sous-région, ne serait pas préjudiciable? Non, moi je crois en l'intelligence des gouvernements de transition maliens. Oui. Tous les membres de ce gouvernement, commencé par le Premier ministre Choguel Maïga, ils sont très intelligents. J'ai pu l'évaluer. Tu sais, tu ne peux pas toi-même être intelligent et ne pas reconnaître l'intelligence de l'autre. Ça, ça s'appelle la bêtise. Oui. Quand on est intelligent, si quelqu'un n'est pas futé, bon, ça se voit aussi, mais quand quelqu'un d'autre est futé, surtout s'il est un peu plus que toi, tu as plutôt intérêt à vite te rendre compte.
Moi, j'ai évalué. Les gens de la transition malienne sont très intelligents. Et c'est parce qu'ils sont très intelligents et motivés. L'intelligence n'est pas suffisante. Motivés pour cette conquête de la souveraineté africaine et dans une perspective panafricaniste, qui réussissent, qui donnent le pion au gouvernement français. Des gens bêtes comme M. Macron. Je suis désolé de le dire. Je ne l'insulte pas, hein, mais je compare les niveaux. Ce n'est pas du même niveau. On l'a vu à chaque fois. Il y avait une différence. Sans compter le nombre de fois où ils nous ont vraiment insultés. Négro et tout le reste. Bon. Parce que dans, moi, nègre, je comprends noir comme dit nègre. Mais dit par certains, nègre, c'est comme une insulte, quoi. Oui. Bon, bref, mais passons. Je ne m'attarde pas là-dessus. Alors, donc, je pense que je ne leur donne pas de leçons. Ils ont forcément un plan. Okay. Je dis simplement que, puisque moi, je peux m'exprimer, le côté affectif, là, n'est pas important. Mais ils peuvent le mettre en avant par stratégie. Maintenant, on peut très bien rester dans cette organisation pour toutes ces raisons stratégiques et adhérer à d'autres organisations. Oui. C'est que ce n'est pas la peine de s'enchaîner uniquement à une seule organisation. On peut très bien, au contraire, ça peut être une façon, comme tu l'as dit, de ne pas trop perdre le contact avec la sous-région où on figure vraiment, voilà, ou même d'avoir un œil sur les autres, voilà, mais rien n'empêche d'avancer sur d'autres pans. Par exemple, là, au niveau des sanctions financières, alors qu'on gèle les fonds du Mali, oui. alors que le Mali est membre de l'UMOA et que l'UMOA a prononcé... oui, la Cour de justice de l'UMOA s'est prononcée contre les sanctions, oui. Voilà, et bien dans ce cas-là, qu'on peut envisager de collaborer avec une autre zone monétaire ou recréer sa monnaie, puisque le Mali, déjà, en entrant en CEDEAO... oui, avec sa monnaie. Avec le franc malien. Très bien. Président Bandakani, je reviens à vous, une fois de plus, je vous vois prendre des notes, alors je n'ai pas envie de plonger dans vos notes. Voilà. Et donc... moi, je prends toujours les notes. Oui, le Mali... comprenez-vous la volonté des dirigeants actuels de ne pas couper complètement le cordon ombilical avec l'organisation sous-régionale? Oui, c'est la diplomatie. On comprend ça. Quand nous sommes sur le plateau, moi je l'ai toujours dit, vous le savez, Bachir, je me mets toujours à la place des dirigeants, même quand je suis en désaccord avec eux. Le Mali, c'est une démarche diplomatique. On appelle ça l'intelligence de la situation. Oui. Le Mali est membre fondateur de la CEDEAO. Le CEDEAO est né au Mali. C'est ça. Ça fait qu'il y a un cordon ombilical qui lie le Mali à la CEDEAO. Et en Afrique, il y a une technique pour couper le cordon ombilical d'un enfant. Parce que même quand vous coupez le cordon ombilical, en Afrique, c'est très profond. On n'enterre pas ça n'importe comment. Oui. Parce qu'il y a des conséquences. Donc c'est même culturel. Donc diplomatiquement, le Mali a bien joué. Diplomatiquement, ils ne coupent pas le cordon ombilical, mais dans les actes, ils sont fermes. C'est ça qui est intéressant. Ils sont fermes. Parce que ça aurait été très facile pour la CEDEAO que le Mali coupe le cordon ombilical. Ça n'aurait pas permis de voir la monstruosité des actes des dirigeants de la CEDEAO. Ça n'aurait pas permis de voir leur iniquité, leur vassalité, leur quasi-nullité. Ils auraient trouvé un prétexte pour dire qu'en fait, la coupure du cordon ombilical aurait évacué l'inégalité des sanctions et le fait que les dirigeants ont sanctionné un pays en inventant un prétexte. Wagner. La conférence des présidents a inventé un droit régional qui n'existe pas pour faire la sanction. Oui. Donc, si le Mali avait une attitude réactionnaire, ok, c'est comme ça, on quitte la CEDEAO, on aurait évacué le débat. Oui. Et ça aurait été, mon cher Bachir, une occasion en or que les Occidentaux auront récupéré pour faire d'une pierre, pas 2 ou 3 coups, mais d'une pierre au moins 6 coups. Parce que là, tous les dirigeants, tous les États de la sous-région du CEDEAO n'auraient pas au moins honte d'avoir un masque. Bon, c'est-à-dire que la nuit, faisons un peu ça la nuit, pas le jour. Bon, là, ils seraient obligés d'agir le jour avec un prétexte, n'est-ce pas, qui leur a été donné. Donc le Mali a été intelligent. Moi, je comprends ça. Oui. C'est de la diplomatie. Ils ont porté plainte à la Cour de justice de la CEDEAO. Oui. Ça aurait été contradictoire de porter plainte à la Cour de justice de la CEDEAO en même temps qu'on quitte la CEDEAO. Et ils ont eu gain de cause. Oui. Ce qui a encore renforcé
symboliquement la justesse des revendications du Mali. Mais pourquoi justement la CEDEAO ne s'est pas soumise à cette décision de la Cour de justice de l'UEMOA concernant notamment les sanctions financières puisque... C'est sa responsabilité, Oui. Bachir. C'est sa responsabilité. Et ben, pourquoi De l'UEMOA désobéir à un organe, Oui. Oui. Interne à la CEDEAO, la Cour de justice. Oui. Dans le protocole de la CEDEAO, il y a le protocole qui crée la Cour de justice. C'est un organe interne de la CEDEAO. Que la CEDEAO piétine un jugement de sa propre cour, mais c'est sa responsabilité. Ce n'est pas le problème du Mali. Mais l'opinion publique... Pourtant, l'UEMOA regroupe quand même les 8 pays utilisateurs du CFA dans la région. Oui, mais d'ailleurs, il faut comprendre que sur le plan de la réalité monétaire, il y a quand même eu en réalité des sanctions parce que l'UEMOA ne peut pas supporter. Ils ont continué à traiter avec le Mali. Les gens ne le savent pas, mais dans le fait, ils ont continué à traiter avec le Mali parce qu'ils n'arrivaient pas à supporter. Ce n'était pas tenable. Les techniciens ont démontré que ce n'était pas tenable au regard du poids du Mali. Au plan monétaire. Donc là, ils ont continué, mais ils traitaient avec le Mali. Oui, ils ont continué les transactions monétaires avec le Mali. C'est la vérité. Donc, du coup, la Cour de justice n'a que fait qu'entériner une situation qui de fait était déjà là. Donc, le Mali a bien joué. À tout point de vue, le Mali a bien joué. Le Mali a bien joué parce que il a eu raison sur l'illégalité de l'acte de la sanction. Mais un organe interne de la CEDEAO, sa Cour de justice, il n'y en a pas deux pour la CEDEAO, a donné raison au Mali. Ça ne pourrait pas être autrement. Il faudra laisser les dirigeants de la CEDEAO s'enfoncer davantage. Quelle est finalement la leçon que la CEDEAO donne finalement aux populations de la sous-région en refusant de respecter la décision de sa propre Cour de justice? Elle a aggravé son discrédit. Les sanctions l'ont discrédité auprès du peuple. Le mouvement du peuple l'ont démontré. Oui. Mais là, elle a simplement aggravé le discrédit. C'est une organisation complètement discréditée aujourd'hui. Je ne sais même pas comment elle va s'en remettre. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle va s'en remettre. Il y a un discrédit total au niveau de la CEDEAO. Ça fait qu'aujourd'hui, elle a un problème d'autorité. C'est pour ça qu'on voit cette tergiversation sur le cas de la Guinée-Conakry et de Burkina Faso. Parce qu'il y a un problème d'autorité. Elle sent bien qu'elle a perdu son autorité avec le cas du Mali. Il faut qu'elle mette les pédales douces. Parce qu'à force de tirer sur la corde des sanctions, elle va se dissoudre elle-même. À quoi c'est une organisation qui n'a plus aucune autorité dans la sous-région? C'est de cela qu'il s'agit. Le Mali a voulu éviter un isolement, mon cher Bachir, diplomatique, servi sur un plateau en or à la CEDEAO, consistant à couper le cordon ombilical. Parce qu'ils auraient tout justifié, même l'injustifiable, et comme j'ai dit, éviter que le monde entier en général, et l'Afrique de l'Ouest, comme un film, regarde très bien quelle est la valeur de ses dirigeants, Bachir. La CEDEAO a fait a éveillé en termes d'éducation populaire, a facilité le travail des panafricanistes. En un temps record, tellement l'incongruité des sanctions a réveillé davantage les populations. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir les manifestations populaires qu'il y a eu au Mali. Le peuple est sorti et a donné un satisfecit réellement démocratique au régime de transition. On peut tout dire, mais le monde entier a vu réellement que ce régime est légitime et populaire. Et ce n'est pas le seul cas. Les populations ont manifesté au Niger, Bachir. Oui. Elles ont manifesté au Burkina Faso pour apporter leur soutien au Mali. Une telle sensibilisation géopolitique aurait été plus dure s'il n'y avait pas eu le comportement de la CEDEAO, mais s'il n'y avait pas aussi eu l'intelligence diplomatique du Mali, qui a évité de couper les ponts afin que le débat soit brouillé et pour que les dirigeants s'en sortent comme ça. Là, ils ont étalé leurs limites, leur fainéantise géopolitique et leur vassalité. C'est de cela qu'il s'agit. Le discrédit est même tel que, vous vous souvenez, la fameuse bande sonore, oui, impliquant M. Ouattara, oui, avec Bobo Cissé. Oui. Mais il y a dit tellement d'éléments que... Mais là, je crois qu'il donnait 2 semaines à... Bon, le monde entier a vu qu'il ne sait rien en économie. Le monde entier a vu, il n'y a pas de débat. Parce qu'il a qualifié la Russie, il a méprisé la Russie, et les faits ont démontré qu'il ne sait même pas de quoi il parle. C'est le bluff, c'est un imposteur. Il dit qu'il est économiste parce qu'il a eu un poste au FMI.
Mais tous les économistes sérieux savent qu'on ne fait pas de l'économie au FMI, bon Dieu. Tout le monde, tous ceux qui ont fait de l'économie sérieusement savent que là-bas, on ne fait pas de l'économie, on fait de l'escroquerie. On fait du banditisme économique au FMI. Donc, et tout ça pourquoi, Bachir? Parce que les dirigeants maliens ont été intelligents. Si vous coupez les poids avec la CEDEAO, vous donnez prétexte à un terroriste comme M. Ouattara, n'est-ce pas, de fédérer contre vous tous les autres dirigeants de la sous-région, qui n'auront plus de prétexte, qui seront facilement, qui vont avoir l'attitude d'être entraînés. Parce que vous les avez servi un prétexte en dehors sur le plateau. Ouais. Mais, non seulement il y a eu ce discrédit, un président comme Faure, dès le départ, s'est démarqué. Il a dit que ça ne marche pas. Mais, si pendant que le président Faure, qui n'est pas mon dada, je ne soutiens pas, vous le savez, mais si pendant qu'il se démarque comme ça, vous coupez les cordons ombilicaux avec la CEDEAO, vous lui ôtez toute autorité d'agir. Mais lorsque vous démontrez qu'il y a illégalité, et que malgré la légalité, vous êtes dans la galanterie diplomatique, parce qu'en ne coupant pas les ponts, vous respectez certains dirigeants qui ne disent pas publiquement leur désaccord, mais qui derrière disent que vraiment on est allé très loin. En le respectant, vous les mettez en première ligne. Et M. Faure, il a pris celui de dire que non, cette démarche n'est pas bonne, moi je propose une médiation. Il a fait dès le départ. Et le Mali a fait des propositions claires. Il y avait des interlocuteurs désignés. Je crois qu'il y a 3 ministres pour dire que, ok, tant qu'il y a médiation, voici nos interlocuteurs, voici nos propositions. Donc, c'est ça la démarche. Il faut saluer ça. Écoutez, moi, vous savez, nous devons faire attention. Les panafricanistes doivent marcher sur 2 pieds. C'est ce que je dis dès le départ. Vous le savez. Dénoncer, être dur dans la dénonciation, mais être prêt à gouverner. Vous ne pouvez pas être prêt à gouverner si vous ne comprenez pas le problème de ceux qui dirigent là, quand vous n'êtes pas encore au pouvoir. C'est ça qui me distingue des autres. Ça me distingue des autres. Donc je comprends très bien le jeu, les contraintes auxquelles les dirigeants maliens ont eu à faire face, et ça ne m'empêche pas, en même temps que je comprends, de dénoncer durement et de dégager les perspectives. Mon cher Bachir, c'est cela qu'il s'agit. Donc ils ont bien manœuvré, et ça, aujourd'hui, c'est une CEDEAO divisée, qui n'arrive même plus à s'entendre sur un minimum de sanctions. Parce que les Maliens ont été intelligents, mon cher Bachir. Vous savez, moi je vais aller plus loin. Je vais approfondir mon analyse. Quand vous diversifiez des partenariats dans une sous-région qui historiquement est acquise à l'Occident en général et à la France en particulier, que vous y introduisez des demandes nouveaux comme la Russie, attention, vous faites trembler tous les dirigeants. Ça, c'est la géopolitique. C'est profond ce que je dis là. Vous faites trembler tous les dirigeants qui, par nature, ont pour partenaire historique l'Occident. Il y en a même pour certains que l'Occident, ils restent leur drap occidentalement, ils dorment comme l'Occident, ils respirent comme l'Occident. Donc, quand vous les inquiétez comme ça, vous n'avez pas intérêt à les fédérer tous contre vous en même temps. Vous avez intérêt à aller doucement, à montrer que votre partenariat est efficace, de manière à coopter quelques-uns qui trouveront que nous avons intérêt à suivre le Mali. Mais si vous y allez brusquement, là c'est l'homme sage qui parle maintenant. Si vous y allez brusquement, vous fédérez les gens contre vous. Je salue la sagesse des autorités maliennes qui ont compris ça. On suit la voie de la CEDEAO. Ils sont dans l'illégalité, non dans la légalité de la CEDEAO. On va à la Cour de justice, on gagne. On ne rompt pas le cordon ombilical, on surcharge leur conscience. Mais nous continuons, on est ferme sur nos intérêts du pays et nous diversifions nos partenariats. Le bâton et la carotte. Si vous voulez, on diversifie nos partenariats. Et ça marche. Ça marche. Bachir, ça marche. Je prends l'exemple de Faure Yadema, c'est un cas concret d'un dirigeant qui s'est démarqué pour dire que non, moi, il faut revoir cette affaire. Nous connaissons ce qui s'est passé. Les populations ont suivi. Les forces vives du Sénégal et de la sous-région disent que ça ne marche pas. Doumbouya a dit, monsieur, moi, au nom du panafricanisme, je fais... Le professeur Bellegrini. Voilà, monsieur, que nous ne portons pas dans notre cœur. Hein? Mais comment on peut le perdre sentiment ce qu'il a fait? Il a fait sortir, vous dites que monsieur, moi, au nom du panafricanisme, je me frontière à mon frère du Mali. Mais nous qui étions très fâchés de Doumbouya, on est obligé quand même de dire que non, ça, autant difficile, il est venu vers nous. Mais je vais dire quelque chose, vous voulez que je chute? Oui. Formellement maintenant, formellement simplement. Ils sont tellement intelligents, c'est un mathématicien qui a parlé, il sait évaluer l'intelligence mathématiquement. Ils ont même coincé la CEDEAO tellement qu'ils n'ont rien à faire. Ok, vous voulez les élections, non? D'accord. Vous dites que c'est trop long, 24 mois de transition. Il y a une différence, je crois, de 2 mois ou de 3 mois avec la proposition de la CEDEAO. Oui. Ok. Voici un calendrier des élections.
Voici un calendrier. C'est là, tout est prêt, c'est là. D'ailleurs, il y a une commission qui va rédiger la nouvelle constitution. Oui. Et si un militaire veut être au pouvoir, il quitte l'armée. Quand les élections. Bon, vous allez encore dire quoi? Maintenant, le patron de la CEDEAO, c'est la CEDEAO, institution Valais, animée par les dirigeants, moins que Valais des sous-préfets de Pakoti, le patron qu'on appelle l'Union européenne, a dit que le Mali doit organiser des élections. Ils ont passé le temps à dire qu'on veut les dirigeants élus. Ils ont même sauté comme des cabris à l'Union européenne. L'argument de la sanction de l'Union européenne, c'est qu'il n'y a pas d'élection. Oui. Bon, n'insistons pas sur le caractère scandaleux d'une telle démarche, à tout point de vue politique, intellectuel et tout et tout. Bon, on n'est pas à ça près avec ces voyous, cette voyoucratie qu'on appelle l'Union européenne. Bon, ok. Donc, vous voulez savoir les élections? Bon, ok. Les élections seront organisées. Voici l'agenda pour organiser les élections. Vous allez encore dire quoi? Présidentielle en février 2024. Ok, allez-y. Référendum constitutionnel en mars 2023. Très bien. Les législatives en novembre, entre octobre et novembre Ok, 2023. voilà. Et bien sûr, les élections locales en juin 2023. Bon, c'est tellement grave que ça poussé le médiateur Goodluck Jonathan, qui n'est pas quelqu'un que nous estimons, a dit que non, le Mali a fait beaucoup de progrès. Oui. Il l'a dit, vendredi surpassé à c'est de l'intelligence. C'est de l'intelligence. Vous savez, moi je suis un homme politique. Je suis un homme politique. L'homme politique doit faire preuve d'intelligence des situations et savoir ménager l'émotion, la raison et la perspective. Ces trois paramètres fondamentaux de l'action politique, les dirigeants maliens maîtrisent ça. Je donne des faits. Émotion, raison et perspective. Oui, je donne des faits. Oh, ils savent manier l'émotion. Et la vraie émotion. Mais quand vous écoutez un docteur comme Choguel Koukala Malga, vous êtes ému. Il vous transporte. Il sait parler à la fibre historique, à la fibre de la dignité africaine. Mais à côté, vous avez la raison qui est incarnée par Assimi Goïta. Il parle, il est silencieux. C'est une armoire à glace. Ça, c'est la raison. La raison froide de l'État. Vous avez la perspective. Avec la diversification des partenariats. Avec la convocation de l'histoire chaque fois du Mali. Diop l'a fait à l'ONU. Choguel le fait. Que nous sommes un peuple que nos références historiques, c'est 700 ans, 800 ans. Et nous avons montré ce qu'on s'est fait dans l'histoire. Que ce soit en matière de droits de l'homme, que ce soit en matière de l'économie, que ce soit en matière de maniement de l'or. L'homme le plus riche de la planète, nous l'avons longtemps avant vous, des siècles avant que vous ne pensiez un jour faire l'économie et manier de l'or. Mais tout ça, quand on conjugue tout ça, mais, on ne peut qu'être fier. Le Mali nous a rendu notre fierté, Bachir, qu'on l'a perdu depuis. C'est pour ça que moi j'adore les dirigeants maliens. Tout Africain sérieux a été fier quand on a renvoyé le voyou ambassadeur français chez lui. Les dirigeants ont été fiers quand on remet l'Union européenne à sa place. Quand on a remis le voyou ministre des Affaires étrangères du Danemark. Un petit salopard comme ça. Allez, président Van Mais oui, allez, président. mais ce monsieur-là, c'est pas possible. Mais c'est quand même énervant. Mais professeur Bellet, c'est quand même terrible. Depuis quand le Danemark parle, depuis quand c'est qu'elle a fait ça? Et c'est notre truc de Danemark. Il y a tellement à dire sur le Danemark que nous, on n'en parle même pas. Mais depuis qu'il se lève un matin, il ne sait pas raconter les histoires. On l'a remis à sa place. Quand on remet l'Union européenne à sa place, quand on remet l'Allemagne à sa place, quand on remet les Occidentaux à leur place, comme on l'a fait à l'ONU. Mais vous n'êtes pas fiers, vous? Vous savez ce qui fait un État? Vous nous le dites? Par là, nous sortons d'ailleurs. Oui. Les populations d'un pays ne vivent pas seulement de la prospérité économique. Ce qui marque un pays, c'est la dignité. Un peuple est fier quand il sent que ses dirigeants lui donnent de la dignité. Et Sékou Touré va dire, même si on a faim, on préfère la dignité. Il a dit. Et ça a soulevé les Guinéens et l'Afrique, mon cher Bachir. Les dirigeants maliens, ils savent jouer ça. Et il faut continuer à le faire, mon cher Bachir. Vous savez, je vais vous dire, celui qui est coincé actuellement, c'est pas le Mali, c'est la CEDEAO. Qui est coincé maintenant? À cause d'une gestion intelligente de la situation par les dirigeants maliens. L'émotion, la raison, la perspective. L'émotion, c'est le Premier ministre. Bon, je dis pas, il n'est pas émotif, mais il a fait son travail. Soulever le peuple, parler au monde, parler à l'Afrique. Il a réussi. Il a réussi. La raison frappe de l'État. L'homme qui ne parle pas. Et M. Macron a eu à croiser la froideur de cette raison. Ça l'a terrassé. Alors que lui, c'est un jupitérien. Il n'a pas d'âme. Il n'a pas d'âme. Mais il a été terrassé par quelqu'un qui manie la raison de l'État
au niveau le plus élevé, parle le silence Assimi Goïta. Il est tellement silencieux qu'ils ont même eu peur de le sanctionner alors qu'ils disent qu'il est illégitime. Ils ont eu peur. Vous savez pourquoi ils ont eu peur? Le silence. Lâchez. Ça fait foi. Ils ne parlent pas. D'autres parlent. Vous avez la perspective. Le ministre des Affaires étrangères qui gère la perspective de la diplomatie mondiale. Et c'est que ça donne comme perspective. C'est ça qui a terrassé la CEDEAO. C'est ça qui a terrassé l'Occident. Merci, Président Bandakani. Alors, je vois Marie-Madeleine Tanga dire tout simplement qu'on est là, un tout petit peu à l'heure du choguelisme et du goïtaïsme. En tout cas, merci pour ces petits mots pour encourager le Mali. Alors, n'hésitez pas si vous voulez appeler. Oui, je vois des messages pour me demander est-ce qu'on peut appeler. Vous pouvez participer, je vous rassure, que ce soit à cette première partie, la seconde conduite par Sike Doumbé ou la troisième avec Foot Ndidi. Vous pouvez appeler, contribuer, participer. C'est vos émissions de toutes les façons. Eh bien, mais avant, on va boucler le tour de table avec Charlie Kenyé et le professeur Mbelek. Charlie Kenyé, j'ai vu, vous avez hâte de reprendre la parole, alors je vous la donne. Oui, vous savez, j'ai été très admiratif de ces dernières phases du président Bandakani lorsqu'il a convoqué la dignité d'un peuple. Nous les Africains, nous restons parfois dans ce suivisme dialectique de l'Occident qui voudrait nous amener à la raison d'État pourquoi il faut Allô? Patientez, allons-y Charlie, allez-y Charlie. Oui, donc je disais tantôt que j'ai aimé cette sortie dialectique du président Bandakani parce que parfois nous restons dans ce suivisme dialectique occidental qui voudrait toujours nous amener dans cette forme de prospective économique, de développement. Mais on oublie en réalité le fondement même de l'État et la fierté d'appartenance à un État. Ça s'appelle la dignité. Et quand on convoque la dignité, on comprend très bien pourquoi même le président Ibrahim Boubacar Keïta avait été voté du côté du Mali en 2015. Rappelez-vous que dans son programme, dans son projet de société, le mot phare du président Ibrahim Boubacar Keïta était redonner la fierté et la dignité au peuple malien. Allez lire ce projet de société. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a été voté en 2015. D'ailleurs, à côté, vous aviez également la loi de programmation et d'orientation militaire qui prévoyait une restructuration de l'armée malienne qui devait s'étaler de 2015 jusqu'en 2019, financée à hauteur d'un peu plus de 2000 milliards de francs CFA. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est cette dignité que les autorités maliennes sont en train de redonner au peuple malien et par ricochet, cette même dignité aux peuples africains. Donc, comment ne pas être admiratif d'un tel gouvernement? C'est-à-dire, non seulement il lit ce que le président parlait, et il a si bien dit, c'est-à-dire on lit les émotions avec la raison et on finit avec la perspective. Regardez ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est tout simplement majestueux. C'est-à-dire, c'est le b.a.-ba de la stratégie. On se met toujours en situation de confort et on amène l'autre à justifier nos événements, même si c'est ce que l'on voudrait faire. C'est-à-dire que, observez, les autorités de la CEDEAO ont tout fait justement pour pousser le peuple malien à quitter, ou alors à dire, nous quittons la sous-région ouest-africaine. Mais ça aurait été une erreur. Parce qu'aujourd'hui, vous verrez qu'à chaque fois que le Mali pose un acte sur le plan international, l'acte est justifié par un autre acte qu'aurait posé le Mali, ou alors une des sociétés, une de ces organisations entre parenthèses, cette communauté internationale, qui donne les ordres à la CEDEAO. Donc, le Mali est resté dans sa zone de confort et à chaque fois, est resté dans la légalité et n'a fait que poser des actes, même si sur le plan international, ça peut être perçu comme des actes illégaux, mais en réalité, ce sont des actes qui sont venus justifier une situation illégale dans laquelle elle n'a pas demandé à l'être. Donc vraiment, c'est de la pure stratégie. C'est pourquoi vraiment il faut saluer. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, le Mali n'a pas à s'inquiéter ou alors à s'occuper de ce qui est en train de se préparer du côté de la CEDEAO. Non, le Mali a une ligne très bien tracée, le Mali a une directive, le Mali a un plan d'action, elle n'a qu'à l'implémenter. D'ailleurs, la CEDEAO aujourd'hui est bloquée parce qu'il y a une chose. À l'échelle internationale, vous verrez qu'à travers les mouvements de manifestation qui se sont prononcés un peu partout sur le plan africain, parce qu'on a parlé uniquement de la zone ouest africaine, mais je tiens à vous rappeler que même ici chez nous, dans la sous-région Afrique centrale, vous avez les organisations de la société civile telles que le mouvement Wakitama du côté du Tchad, qui a
marcher pour apporter son soutien au peuple malien. On a vu également certains nombre d'associations de la société civile au Cameroun même apporter leur soutien au peuple malien. Ça veut dire que réellement, aujourd'hui, à travers le combat que mènent les autorités maliennes, c'est tout le continent, c'est toute la jeunesse africaine qui s'identifie à ce combat-là, qui se reconnaît dans cette dynamique-là. Donc, on n'a réellement pas besoin de se projeter sur comment est-ce que la CEDEAO va prendre ça, qu'est-ce que la CEDEAO est en train de préparer contre le Mali. Non. La CEDEAO même aujourd'hui sait que les décisions qu'elle aura à prendre dans les jours à venir vont conditionner son avenir. Je vous l'ai dit tantôt. Si vous observez bien la situation politique du continent, vous verrez que depuis pratiquement 2 ou 3 ans, le Nigeria indirectement, je ne vais pas dire faire des yeux doux, mais multiplier les rencontres avec le Cameroun. On a vu le président Goodluck Jonathan, le président Buhari se rapprocher du chef d'État camerounais à maintes reprises. On a vu échanger au téléphone sur bien des discussions qui n'ont pas été d'ailleurs rendues publiques. Mais officieusement, on sait très bien que le Nigeria est en train de lorgner la communauté économique régionale, c'est-à-dire la CER, qui en réalité sera la fusion justement de la CEMAC et de la CEAC. Donc aujourd'hui, le Nigeria, voyant très bien cette inféodation de la CEDEAO par la France, ne s'y reconnaît plus. Mais puisqu'on est justement dans le cadre de la diplomatie internationale, on ne vient pas dire de façon ouverte ce qu'on pense, on observe, mais on développe les stratégies en arrière pour pouvoir parer à d'éventuelles occasions, à d'éventuelles décisions qui pourraient être prises, mais qui ne cadrent pas avec la défense de nos intérêts. Et c'est dans cette logique que se trouve le Nigeria. Le Nigeria aujourd'hui est en train de se rapprocher de cette communauté économique. C'est-à-dire que pour justement, au cas où la sous-région ouest-africaine ne reste plus dans cette dynamique qui avait été pensée, à savoir une monnaie commune qui serait contrôlée par les États de cette sous-région et non dont la parité sera contrôlée ou alors les taux de fixation seront contrôlés par la Banque de France et par le Trésor français. Le Nigeria, clairement, ne restera plus dans cette sous-région. Donc, la CEDEAO est en train de vivre justement les événements qui vont soit conditionner sa perte ou alors décrédibiliser totalement cette sous-région sur le plan international. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan sous-régional, sur le plan continental, nous les Africains, nous la jeunesse africaine, nous ne nous reconnaissons pas à cette organisation. Donc le Mali n'a pas à s'intéresser réellement de ce qui est en train de se faire là-bas, de ce qui se prépare là-bas. Le Mali doit rester ferme sur sa dynamique, le Mali doit rester cadré, doit rester fixé, doit rester focus sur les objectifs qu'elle s'est donnés. Tout ce que, parce que clairement, le Mali a proposé à cette sous-région un calendrier électoral, puisqu'on leur a dit que c'était ça l'important. On ne peut reconnaître que les autorités élues, entre guillemets, mais on a bien envie de savoir entre une soi-disant élection et la défense et l'intégrité d'un territoire national, à quoi revient qu'est-ce qui serait la priorité. Mais même en termes de priorité, la sous-région CEDEAO nous a montré toutes ses limites. Je tiens à vous rappeler que ce même Mali aujourd'hui, qui en réalité fait tout pour ménager cette sous-région, ce même Mali a été humilié, a été rejeté par cette sous-région lorsqu'elle appelait à l'aide au plus fort de la crise, quand le Mali était attaqué, quand les rebelles étaient aux portes de Bamako, le Mali a crié à l'aide à la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas jugé utile de répondre, c'est-à-dire qu'à cet instant, la CEDEAO n'a pas vu la menace terroriste au Mali comme étant un problème. Mais cette même CEDEAO, c'était plus des années avant, aller défendre la démocratie en Gambie pour chasser Yaya Jammeh et installer Adama Barrow. Donc vous verrez qu'en elle-même, cette CEDEAO n'a fait que créer les germes de sa disparition et le Mali n'a pas à se soucier de ce qui se passe au contraire. Le Mali doit rester focus dans sa dynamique de souveraineté et de défense des intérêts du peuple malien. Eh bien, voilà donc le point de vue, la deuxième sortie de notre cher Charlie Kenyi. Ça nous ramène cette fois-ci à boucler le tour de table. Je vois Delphin très impatient, il est toujours en attente. Mais je donne la parole au professeur Belek avant de retourner vers Delphin Moyimpondo. Alors, le président Bandakani nous a quand même ramené à quelque chose de très fondamental pour analyser froidement la situation malienne. Pourquoi les autorités restent au niveau de la CEDEAO pour le moment, ce qu'ils essayent de mettre en avant. Il a donc convoqué ces 3 aspects: l'émotion suscitée par les discours des uns et des autres, la raison incarnée par le président Assimi Goïta et bien sûr les perspectives qui ouvrent les différentes alliances, les différentes coopérations sur le plan diplomatique. Le Mali est-il sur la bonne voie? Le Mali est sur la très bonne voie. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs cette nouvelle proposition faite par le gouvernement de transition qui consiste à permettre à tout le monde de la transition
pourvu que, bon, si on est militaire, on démissionne, d'être candidat. C'est-à-dire que comme on ne passe pas une équipe qui gagne, c'est ce qu'on dit souvent sur le plan sportif. Oui. Si les Maliens ont eu la chance d'avoir de tels dirigeants, c'est pas la peine de prendre le risque de les renvoyer d'où ils venaient, et pour eux, on va arriver d'autres qui vont faire reculer de plusieurs années en arrière. Oui. Voilà. Et en plus, le Mali est maintenant la tête de proue du combat panafricain, la tête de proue de la conquête de la souveraineté africaine, et nous voyons les résultats. Voilà. Donc, dans cet ordre d'idées-là, j'ai bien aimé l'intervention du président Bandakani, parce que pendant qu'il parlait, je pensais à Senghor, qui disait que l'émotion est nègre et la raison est hélène. Oui. Et nous savons que c'est faux. Et j'avais tendance, moi, à dire que non, pour ce que j'ai pu constater par expérience, l'émotion serait plutôt hélène et la raison nègre. Mais le président Bandakani vient de me faire cette observation qui, étant en tant que physicien et non plus mathématicien, me paraît très juste. C'est que c'est une affaire de complémentarité, en fait. Quelle stupidité que d'opposer les deux. C'est une affaire de complémentarité. C'est une affaire de dualité. Chez un être humain bien constitué, surtout qu'il y a ce côté perspective, on conjugue et raison et émotion. Sinon, ce n'est plus un humain. Justement, les machines administratives d'institutions comme par exemple l'Union européenne, elles sont froides. Et seulement froides. On n'a pas dit qu'elles ne doivent pas être froides, parce que le président Malgré a donné par exemple l'exemple qui c'est utile du président Assimi Goïta. Mais si on met qu'une machine froide, non, la température d'un humain, c'est pas le 0 Kelvin, hein. À savoir moins 273,15 degrés Celsius. Non, la température d'un corps humain, c'est autour de 37 degrés, 37,5. Oui. Voilà, c'est presque 300 Kelvin là. Moralité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire avancer les masses, on ne s'adresse pas à un individu. Quelqu'un de bien constitué doit pouvoir gérer ses émotions et exploiter sa raison, combiner ça ensemble pour une perspective. Merci, président Bandakani. Je vais retenir. Et comme les mathématiques sont ce que nous avons en premier en tant qu'être humain, ayant compris ça en tant que physicien, je vais essayer maintenant de regarder le côté mathématique de cette cohérence. Très bien. Alors, Delphine, après plusieurs minutes d'attente, vous avez la parole, très cher ami, le Malien de Gitega, depuis donc le Burundi. Bien le bonjour. Bien le bonjour, mes chers frères. Et je tiens à le dire parce que c'est important. Je ne suis jamais frustré quand des érudits comme ceux que tu as invités ont la parole. Au contraire, la sagesse et l'éducation africaine veut que je laisse mes aînés prendre la parole avant de m'exprimer. Plutôt après, je m'exprime. Donc, je transmets mes salutations au président Bandakani, à notre physicien, mathématicien, le professeur Mbelek, et mon cher Charlie Kenyé, qui est par Zoom. Je suis ravi de tout ce que je viens d'entendre. Je dois confesser moi-même qu'il fut une époque où je méprisais vraiment Monsieur Senghor à cause de cette déclaration qui, comme l'a dit le professeur Mbelek, marque une stupidité profonde, en tout cas sur le moment T où cet aîné a osé proférer, écrire et le dire fièrement, parce qu'il y a des vidéos qui le montrent le dire, une énormité selon laquelle la raison serait hélène et l'émotion nègre. Non, comme l'a dit le professeur Mbelek, c'est une affaire d'harmonie, de complémentarité. Un être humain qui est bien fait, qui se connaît, sait faire la part des choses entre sa raison et son émotion. Nos cousins asiatiques chinois ont l'habitude de dire la force tranquille. Qu'est-ce qui caractérise la force tranquille? C'est justement la capacité à rester clairvoyant et à se réjouir sans que cela soit forcément visible. Être ni plus ni moins introverti. Donc, et c'est là où, en tout cas ces dernières décennies, voire ces derniers siècles, où nous les Africains, nous avons péché. Nous avons eu tendance à, j'allais dire, céder plus facilement à nos émotions
qu'à notre raison. Parce que, effectivement, comme je le dis souvent, la géopolitique, la géostratégie requiert un minimum d'émotion et, j'allais dire, une utilisation de notre intelligence de façon continue. Parce que tout à l'heure, mes aînés convoquaient l'histoire. Si les Africains prenaient le temps d'y réfléchir, d'analyser, de lire, ils se souviendraient que la dynastie qui gouvernait la France du Moyen-Âge, on les appelait à cette époque-là les Capétiens, qui sont devenus par la suite les Valois. Ces gens-là étaient tellement nécessiteux qu'ils allaient justement monnayer avec les anciens Maliens la possibilité d'acquérir de l'or grâce auquel ils pouvaient battre monnaie. Donc, quand un Africain connaît cette partie de l'histoire, d'un côté africaine, de l'autre européenne, comment pouvons-nous laisser un nain géopolitique comme l'Élysée, personnifié à l'époque comme à travers M. Nicolas Sarkozy, nous dire que nous ne sommes pas entrés suffisamment dans l'histoire? Comment est-ce que cela c'est possible? Je n'ai pas l'habitude de raconter ma vie, mais moi-même, mes ancêtres, c'était, si je peux prendre une comparaison, d'anciens archiducs qui gouvernaient aux côtés des rois du Burundi, donc le Burundi. Comment je peux laisser un personnage aussi petit comme Sarkozy me faire la leçon alors que je suis un descendant des gens qui dirigeaient le Burundi? Du côté du Rwanda, mes ancêtres appartenaient à une dynastie qu'on appelle Abega, qui a gouverné justement sur le Rwanda. Donc les Africains doivent vraiment, en tout cas certains, pas tous, M. Bandakani est une exception qui montre que mon propos ne le concerne pas, nous devons nous réapproprier nos histoires diverses. Papa Lumumba le disait, l'histoire de l'Afrique doit se réécrire à Alger, à Bamako, à Bangui, au Cap-Vert, dans le pays burkinabé, pour que nous remettions sur pied toutes ces bibliothèques que les royaumes du Portugal, de France, d'Espagne, et plus récemment un autre nain géopolitique que sont les États-Unis, parce que ça ne fait jamais que 200 ans à peine que cet État existe. Ils ont atteint un niveau technologique indéniable, c'est vrai, mais nous sommes des États millénaires par rapport à ce petit État. Donc nous devons nous réapproprier notre histoire et à travers l'histoire nos cultures pour que nous remettions sur pied les sociétés d'antan. Donc, comme mes aînés sur le plateau, je ne peux que me réjouir en voyant le chemin qu'ont emprunté les autorités de Bamako. Et pour ne pas trop me répéter, je dirais que nous devons bâtir l'avenir de l'Afrique, pour ma part en tout cas, essentiellement sur 3 piliers. Le pouvoir militaire, parce qu'un État qui est fort militairement ne peut pas être inquiété. L'Algérie ou encore la Russie le démontrent encore aujourd'hui. Ensuite, l'histoire, parce que l'histoire est la mère, si je dirais, est la matrice à partir de laquelle se constitue une véritable politique, une véritable géostratégie et la monnaie. Et bien sûr, quand tous ces chantiers seront suffisamment avancés, rien ne nous empêche de nous émouvoir. Parce que nous avons quand même beaucoup d'aspects, beaucoup de capacités de nous émouvoir, de nous réjouir. Donc, je vais m'arrêter ici et laisser la parole à d'autres Africains et Africaines qui voudraient s'exprimer. Je resterai attentif, comme l'a conseillé notre sœur Manuel Asiké hier, jusqu'au tard dans la soirée devant For You Media. For You Media, une fois de plus, allons de l'avant. Je te rends le micro, mon cher Bachir. Merci, très cher frère Delphin. Depuis Gitega, allons de l'avant donc, et cette fois-ci, on va en France avec Mohamed qui nous appelle de ce côté-là. Bonjour Mohamed. Bonjour, monsieur Bachir. Oui, depuis l'Angleterre, me dit-on. Voilà, bonjour. Depuis Londres, je vous appelle depuis Londres. Merci, vous avez la parole. Merci bien, merci et bonjour à vous tous. Bonjour au savant professeur Mbele.
bonjour à la bibliothèque et au lion indomptable Banda Kani, l'éternel Banda Kani. Et c'est un immense plaisir d'être en direct sur la chaîne et de pouvoir lui envoyer directement et en live et toutes mes félicitations et tout mon soutien au combat en général. Et comme l'a si bien dit les prédécesseurs, le Mali n'a rien à attendre de la CEDEAO. Le Mali n'a rien à attendre de la CEDEAO. La belle preuve est que aujourd'hui, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont besoin du Mali. Vous voyez, le problème de l'Afrique, c'est ce manque d'affirmation de notre personnalité ou bien de notre dignité qui nous a été inoculé par l'esclavage et le colonialisme. Et dans une mesure additionnelle, par le néocolonialisme. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Banda Kani, le Mali n'a qu'à rester debout, souverain, jaloux de sa liberté et de son autorité pour continuer. Si la CEDEAO pense que le Mali a encore une place en son sein, tant mieux. Mais si la CEDEAO, avec les pressions, pour répéter Banda Kani, le petit Tintin de l'Élysée, avec les pressions du petit Tintin de l'Élysée, pense que le Mali ne doit pas réintégrer la CEDEAO, tant pis. Le Mali n'a qu'à chercher d'autres alliances et continuer sa vie. Parce que, comme l'a si bien dit beaucoup de professeurs, ces organisations sous-régionales sont aujourd'hui comme des prisons à nos États. Et, comme l'a si bien dit, ces organisations sont contre nos États en ce sens. Quand le Mali était à 80% occupé par les terroristes, la CEDEAO n'a jamais levé le petit doigt. Mais quand le Mali a commencé par reconquérir son territoire et a pris les mesures qu'il fallait pour sa souveraineté, pour affirmer sa souveraineté au plan régional et international, la CEDEAO est maintenant prête à sanctionner, à bloquer, et la MINUSMA aussi est là et doit enquêter sur les droits de l'homme, tout comme si ces organisations ont jamais respecté les droits de l'homme. Le Mali n'a qu'à se concentrer sur son destin et continuer sa route. Je ne vais pas monopoliser la parole. Bonne journée à vous tous. For You Media, allons de l'avant sans coup férir. J'ajoute bien sans coup férir pour aller dans le même sens que mon ami de Gitega. Bonne journée à vous. Allez, bonne journée Mohamed. Merci. Allez, merci Mohamed. Bonne journée à vous. En tout cas, nous sommes toujours dans l'attente des résolutions du sommet d'Accra et ce sera le cas jusqu'à ce que finalement le verdict, je mets ça entre guillemets, soit prononcé. Et pendant ce temps, messieurs, on a une bonne trentaine de minutes qui nous permettront d'aller vers la RCA. Alors, en RCA, c'est aussi un jour très important aujourd'hui. C'est le lancement, bien sûr, de Sango crypto-monnaie. Et c'est un événement, d'ailleurs, je le rappelais à nos téléspectateurs d'entrée de jeu, qui vous sera retransmis dès le lancement, donc en direct sur les antennes de For You Media. Eh bien, nous revenons sur le plateau. Avec vous, professeur Mbelek, vous êtes scientifique et donc mathématicien. Alors, quand vous faites vos calculs,
comment est-ce que vous voyez la perspective du développement en RCA avec ce Sango Bitcoin qui est en train d'être mis en place? En réalité, c'est un peu comme on a dit tout à l'heure sur le Mali, c'est que je fais confiance aux autorités centrafricaines, en particulier au président Archange Touadéra. Parce que si ce n'était pas le cas, moi je suis très sceptique sur l'affaire de Bitcoin. Mais je sais qu'une telle intelligence ne peut pas engager tout un pays et une sous-région, parce que tout le monde a les yeux rivés sur la Centrafrique. Il faut bien préciser, quand vous le dites toute une sous-région, la commission bancaire de la BEAC a initié des études dans ce sens-là. Donc on n'est plus trop dans le bras de fer entre voilà, bien sûr, vous poursuivez. Donc le succès de la Centrafrique va faire que d'autres vont suivre le pas. Bon, même si ça ne devait pas donner comme on l'a pensé, mais toutes les corrections qu'il faudra faire, ça sera autant de leçons tirées par tous. Donc, quand une décision comme ça engagée par une autorité compétente, dont nous avons totalement confiance, et nous savons pourquoi, parce que, pareil, ce sont des gens intelligents, en tout cas le président Touadéra est aussi mathématicien, et il fait preuve d'intelligence, ça fait deux choses différentes, on conjugue les deux, voilà, on leur fait confiance. Alors, donc je ne vais pas m'inquiéter à ce niveau-là, j'encourage au contraire. Parce que de toute façon, il faut bien tenter quelque chose. Et ce qui est sûr que la Centrafrique a déjà gagné, c'est qu'il y a déjà un brin de liberté vis-à-vis du CFA. Ça, c'est sûr. Quel que soit Alpha. Au moins, le Sango est adossé sur les richesses du pays. Voilà. Donc, déjà là, au niveau mathématique, là, déjà, ça tient la route. C'est-à-dire qu'à défaut, comme certains le demandent, de créer tout de suite une monnaie, certainement, le président Balkany va en savoir plus que moi. C'est-à-dire qu'il doit... il y a quand même une relation avec la sous-région, à savoir ici c'est la CEMAC. Donc peut-être qu'on n'a pas envie de faire cavalier seul. En fait, la même question s'est posée pour le Mali tout à l'heure. Voilà. Donc là, l'intelligence, c'est de faire en sorte que lorsqu'on a fait des opérations économiques d'importance, par exemple en exploitant les mines, tout ça là, les comptes d'opération, la zone CFA n'est plus un œil là-dessus qui oriente les choses. Vous comprenez? Voilà. Et parce qu'il y a plusieurs façons d'orienter les choses. N'oubliez pas ce que un des Rothschild avait dit, que donnez-moi la monnaie et je m'en fous des lois, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont capables de... Et puis je me souviens aussi de ce qu'un autre politicien français avait dit, je n'ai pas besoin de citer son nom, il disait que on oriente l'esprit des gens en faisant des lois. Les deux vont ensemble. Celui-là, avec la monnaie, il va commander les lois, et les lois qu'il aura commandées vont aller pour orienter un peu ce que les gens vont faire. Vous voyez, ils connaissent le métier là. Donc, c'est très futé, je trouve. Alors, seulement, moi, j'ai une chose à dire. Au-delà du Bitcoin, il faut que désormais, et ça concerne toutes les autres, que ce soit les autorités maliennes, centrafricaines ou toute autre autorité panafricaine, il faut que désormais, on entre dans la perspective de nos ancêtres. C'est-à-dire? Merci de me redemander le c'est-à-dire. Parce que ça demande un c'est-à-dire. Oui. C'est-à-dire, je ne dis pas ça dans le sens où certains font du folklore. Dans le sens de l'excellence. Nos ancêtres étaient excellents. Quand même, une fois que l'homme est né, qui a inventé les mathématiques, qui a construit les pyramides. Moi, j'ai fait un calcul il n'y a pas si longtemps avec quelques élèves, dans les cours que je donne, et on est arrivé à la conclusion qu'en fait, humainement, avec nos techniques d'aujourd'hui, on ne peut pas construire une pyramide comme celle de Khéops. Mais on peut construire les pyramides comme celle du Soudan ou celle d'Amérique latine, vous voyez. Mais les pyramides d'Égypte, là, Khéops, Menkao, non, je prononce ça l'égyptienne. Khufu, Menkaouré, et non pas Mykérinos, et Khéfré, et non pas Képhren, sans compter les Snifrou jusqu'à Djéser. Mais attends, on ne peut pas les construire sur le plan humain. Celle de Khufu, là, Khufu veut dire qu'il me protège. Qui doit te protéger, c'est Dieu. Khufu, qu'il me protège. Khufu. Voilà. Alors, donc, une pyramide comme celle de Khufu, on nous dit que c'est 30 ans seulement de construction. Mais je te jure, que tu fais les calculs en 30 ans. Je te dis, notre technologie d'aujourd'hui, c'est-à-dire que France, c'est des États-Unis, des Russes, tout, tu sais, les performants, les Chinois, je te jure qu'on ne peut pas. Et j'ai dit, alors au bout de combien de temps? Mais c'est pas possible. Même si tu mets 1000 ans, 10 000 ans, c'est pas possible. Ils ont fait comment? C'est le génie africain.
Et c'est à nous de le découvrir. C'est-à-dire, il faut donc désormais que, si on pense Bitcoin, mais ne pensons pas Bitcoin. Oui. Posons la question, nos savants, nos intellectuels, on les met ensemble, on leur donne des conditions, ils vont trouver une solution qui ne sera pas Bitcoin, qui sera bien meilleure que Bitcoin. Parce que là, Bitcoin est déjà là, pensé par un Chinois, d'origine américaine, peu importe, et nous venons nous coller derrière. Il faut arrêter cette façon de faire. Par exemple, là, quand on dit on veut l'énergie nucléaire, moi je suis en train de penser à un processus d'enrichissement de l'uranium. Et je connais les processus des autres, je connais tout, j'ai appris ça, Bachir. Ça ne m'échappe pas. Et quand je dis je connais, ça dit, si on me dit je prends une équipe, on va le faire. Mais ce n'est pas ça que je vais faire. Je connais les limites là-bas. Je vais reposer la question et la penser de façon nouvelle. En tant qu'Africain. Oui, non, en tant qu'Africain, mais entendu génie africain. Oui. Nous avons du génie. Il faut que ce génie s'exprime. Il faut arrêter de faire du copier-coller. Donc, je n'ai aucun reproche. Je dis simplement que désormais, par exemple, il y a les matières premières. C'est pas la peine d'aller courir. Enfin, bon, pour l'instant, peut-être qu'on n'a pas trop le choix, mais commençons à construire quelque chose qui fait qu'on n'a pas besoin d'aller chercher les Russes, les Chinois. Non, les Africains n'ont pas pensé comment sortir les matières premières de sous terre. Pourquoi? D'abord, parce que il y a déjà des mines non officielles là. Ok, on sait que le coltan sort là-bas. Attendez, le coltan est quand même sorti, non? Bon, mais si maintenant on avait pensé vraiment la chose, ça ne se ferait pas mieux. Pensons la chose comme si les autres n'existaient pas. En gros, c'est ça. Comme s'ils n'existaient pas. On peut refaire le monde à partir de zéro, nous les Africains. Puisque le monde, quand on l'a fait, les autres n'existaient pas et personne n'avait jamais rien fait avant nous. Personne n'avait jamais rien fait avant que le premier être humain qui était un Africain ait même seulement pensé à tailler une pierre. Comment il a fait? Ok, il faut qu'on comprenne ça. La pierre est là. Tu crois qu'il a fait comment pour tailler la pierre là? Le premier là qui commence à tailler la pierre, c'était même pas un être humain comme nous. Hein. Ah oui, c'était on appelle ça les Homo habilis. Il y a tout homo dedans, mais quand tu regardes son visage, il n'est pas encore avec toute la plénitude comme nous. Hein. Mais comment il a fait? Tu penses qu'il a pris la pierre, il a commencé à taper au hasard? Non. Mais non, mais le professeur Tordera, s'il nous écoute, je le dis, c'est un mathématicien. En tout cas, il nous écoute. Je vois l'élément important. Toute la RCA est collée à voler. L'élément important, écoute, Bachir, moi je suis physicien, mais en physique on a besoin des mathématiques. Je me suis intéressé, j'ai déjà dit, j'ai eu des frères aînés, Mboka Kiese, c'est un Congolais, David Johnson, c'est un Togolais. Ils ont parlé des fondements des mathématiques. C'est comme ça que j'ai commencé à faire attention aux fondements. Et chez Quentin Diop aussi, dans Civilisation Barbarie, les fondements des mathématiques. Jusqu'à comprendre, à remonter vers nos ancêtres les plus en train. Parce que ça, ça demande de chez Quentin Diop. Je suis tombé sur, il y a Louis Chongo, il y a le Blombos. Attendez, quand tu regardes ça maintenant avec une placide d'Africains, c'est comment on évolue, comment ils ont fait. Tu as une autre compréhension des mathématiques. L'élément le plus important en mathématiques, c'est pas le fond. Ça, c'est pour les physiciens, les chimistes, les biologistes. Non, ce qu'on appelle les sciences, exactes, mais bon, je préfère le mot anglais, mathematical sciences, les sciences mathématiques. Voilà, les sciences expérimentales, quoi. Mais les mathématiques, c'est pas ça. L'élément le plus important, c'est la forme. Donc, je reviens donc sur cet Homo habilis. Il a vu la pierre et il a pensé à une forme qui pourrait sortir de cette pierre. Et ce n'est que là qu'il a commencé à tailler avec cette forme dans sa tête et pas l'inverse. C'est pas par tâton et il corrige. Non, non, non. Il corrige pour améliorer la technique, mais il a déjà pensé la forme dans sa tête. Oui. Il faut que nous repensions les formes. Indépendamment de celles qui existent déjà. On fait comme s'il n'y avait rien. Nous les pensons dans nos têtes, on le fait. Il faut juste mettre les gens. Vous allez voir que là, le génie africain va s'exprimer. Mais si vous faites du copier-coller, en fait, vous ralentissez cet esprit. Le génie africain existe. Il n'a rien à voir avec le génie chinois, le génie européen. Non. Parce que c'est le premier génie du monde. C'est le seul génie qui a créé quand il n'y avait rien. Tu sais, ça veut dire rien. Zéro. Une chose comparée à zéro. C'est-à-dire, comparer, c'est diviser. 1 divisé par 0, ça fait l'infini. Oui, mais 1 divisé par, une fois que nos ancêtres avaient déjà fait, tous ceux qui vont venir après, c'est parce qu'ils savent qu'on peut créer déjà. Mais 1 divisé par 0,1, ça fait 10, hein. Ça se mesure. 1 divisé par 1 centième, ça fait 100. Hein. 1 divisé par 1 millième, ça fait 1000. Hein. Mais 1 divisé par 0, c'est-à-dire que celui qui est parti de rien et qui a fait la chose, c'est lui qui a le plus grand mérite du monde. C'est pour cela, tout à l'heure, Delphin parlait de M. Sarkozy, ce monsieur ignorant, en fait. Mais ignorant, je me demande s'il est crétois ou béotien. J'aurais eu tendance un temps de dire que c'est un crétois, c'est-à-dire quelqu'un de mauvaise foi. Mais dans le cas présent, là, sachant que le discours, c'est pas le qu'il a écrit, je crois que c'est un béotien, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui n'y connaît rien. Voilà, il ne sait pas que si les Africains n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait, et le génie de nos ancêtres est en nous, parce que nous avons bougé d'ici, nous sommes dans les conditions de la création initiale. Voilà. Et bien, lui, ses ancêtres même ne pourraient même pas lui permettre de venir nous dire des gros mots aujourd'hui. Donc il faut que le génie africain puisse s'exprimer. Et il ne peut s'exprimer que lorsqu'on le laisse libre.
pas quand on lui impose de faire du copier-coller. Et les étudiants qui m'écoutent, les enfants qui m'écoutent, sachez quand vous allez à l'école, vous allez pour les diplômes. Moi, personnellement, Jean Poublek, je n'ai jamais été à l'école pour les diplômes. Oui. J'ai été pour les connaissances et j'ai eu les diplômes. Allez chercher les connaissances et pour devenir des créateurs, même un ouvrier, il crée. Il crée quelque chose dans sa technique. Ceux qui réparent les téléphones, ils peuvent créer aussi. Et ils créent d'ailleurs. Ceux qui réparent les voitures, tout et tout. Il faut que le génie africain s'exprime pour cela. C'est pour ça aussi que nous avons besoin de notre souveraineté. C'est-à-dire que l'Africain puisse s'exprimer dans son contexte sans contrainte autre que celle qui s'impose par lui-même et par nécessité. Très bien. Voilà donc le jet de professeur Mbelek. On va vers vous, très cher Charlie Kenyé, cette volonté de mettre en place la crypto-monnaie Sango. Vous avez suivi cette actualité d'ailleurs depuis plusieurs mois, depuis l'annonce. Je voudrais quand même rappeler ici une phrase fondamentale qu'avait dite le professeur Faustin Akange Touadéra, donnant rendez-vous donc pour le lancement officiel de ce jour. Voici ce qu'il a dit: la crypto-monnaie est révolutionnaire, elle va démocratiser la démocratie. Fin des citations. Oui, écoutez, on va faire un raisonnement par l'absurde. Je crois que le professeur Mbelek va m'excuser d'emprunter ces propos qui sont les tiens. Alors ensemble, faisons un raisonnement par l'absurde. La République centrafricaine part d'un constat précis et qui est clair et qui est propre à pratiquement tous les États africains. C'est que nous tous, nous aspirons à être développés, nous voulons le développement, mais jusqu'à présent, nous piétinons à atteindre ce développement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sur quoi devons-nous endosser ce développement? Et la République centrafricaine sait très bien que c'est un État très riche. Donc, le gouvernement centrafricain décide d'endosser son développement sur ses richesses naturelles, c'est-à-dire sur ses réserves minières. Bien, lorsque vous analysez le développement qu'a connu aujourd'hui les monarchies du Golfe, vous allez vous rendre compte que c'est un développement qui est également endossé sur les réserves pétrolières de ces pays-là. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, du pétrodollar, parce qu'il faut rappeler que la société Aramco, à travers ce qu'on a appelé là-bas les pétrodollars, qui ont développé les monarchies du Golfe. C'est-à-dire qu'on a eu un développement là-bas qui est endossé sur la réserve de ces pays-là. Alors, on a voulu ramener ce prototype-là au niveau de la République centrafricaine. Je suis dans l'analyse. Et on se rend compte que s'il fallait donc ramener ce modèle de développement à la République centrafricaine, c'est-à-dire penser le développement du pays, endosser sur ses richesses naturelles, il y aura quelque chose qui bloquera. Parce que là-bas, c'était le pétrodollar, mais on ne peut pas ramener ça avec la République centrafricaine parce que la République centrafricaine n'utilise pas le dollar comme monnaie. Elle utilise le franc CFA. Et vous ne pouvez endosser le développement du pays sur cette monnaie qui s'appelle le franc CFA parce que nous le disons tous les jours, c'est une monnaie nazie. Alors, qu'est-ce que la République centrafricaine fait? Elle initie ce qu'elle a appelé le projet de la crypto-infrastructure. Parce que moi, j'ai lu le projet Sango. En réalité, le projet Sango repose sur ce qu'ils ont appelé là-bas la crypto-infrastructure. C'est-à-dire qu'on attire les investisseurs, on attire toute personne de nature à pouvoir apporter quelconque développement au pays et on endosse ce développement-là sur les réserves naturelles du pays via une monnaie qui s'appelle la crypto-monnaie. Pourquoi cette crypto-monnaie? Parce que justement, c'est une monnaie qui n'est pas contrôlable par un certain nombre de banques centrales. Je parle ici par exemple de la Banque centrale de France. Mais bien plus encore, il y a un passif par rapport à cette monnaie. Vous avez des États, par exemple, comme le Salvador, qui l'utilisent à merveille. Et rappelons également qu'au niveau même de la Russie, parce que la Russie a interdit le paiement de son gaz et de son pétrole en euros ou en dollars, la Russie également avait autorisé le paiement de son gaz et son pétrole en monnaie numérique, c'est-à-dire en bitcoins. D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a de cela quelques jours, le gouvernement russe demandait à ce que la Banque centrale russe puisse travailler sur le modèle de minage de la crypto-monnaie. Donc, aujourd'hui, à travers justement cette monnaie, le Sango Coin, donc, la République centrafricaine veut justement endosser son infrastructure sur ce qu'ils ont appelé là-bas la crypto-monnaie, c'est-à-dire la crypto-infrastructure. Moi, voilà un peu comment je vois ce projet-là. Ma foi, on ne saurait à l'heure actuelle dire que ça va marcher, c'est l'idéal, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ailleurs, ça a été possible, alors pourquoi ça ne sera pas possible ici? La deuxième des choses, c'est que cela donne toute latitude au gouvernement centrafricain de réellement
utiliser ces richesses naturelles dans le besoin de sa population, pour satisfaire le besoin de sa population et penser son développement. Parce que si aujourd'hui on veut rester dans les mêmes coups tordus d'hier, aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que la plupart de nos pays, les matières premières qui sont exploitées aujourd'hui là, sont prises de façon gratuite. Si je m'en souviens au dernier dit du maréchal Idriss Déby qui faisait savoir que dans le pétrole qui avait été exploité, au Tchad par une société française dont je ne vais pas citer le nom, il y avait pratiquement 3% qui étaient reversés au gouvernement tchadien. 3. Donc aujourd'hui, à travers ce mécanisme-là, cela donne la plénitude à l'État centrafricain de discuter avec tous ceux, toutes celles qui sont capables justement d'apporter un plus à l'État centrafricain sans qu'il y ait d'intermédiaires. Parce qu'en restant dans la logique du franc CFA, vous n'êtes pas capable de discuter directement avec votre interlocuteur. Je crois qu'on a clairement défini les mécanismes du franc CFA aujourd'hui. C'est-à-dire que peu importe les États qui utilisent cette monnaie, à partir du moment où vous commercez sur le marché international, ce n'est pas vous qui commercez avec l'acheteur. Non, l'acheteur reverse tout ce que vous demandez à un pays ou alors à une banque qui s'appelle la Banque de France, et à cette banque-là de vous donner une infime partie et vous dire de faire le développement avec. Donc aujourd'hui, à travers justement le projet Sangokol, le gouvernement centrafricain n'a plus d'intermédiaire face à toute personne désireuse de pouvoir apporter un plus à cet État-là, mais bien plus encore, elle a un contrôle, un total contrôle sur ses réserves minières, sur ses réserves naturelles, et justement, par rapport à X, Y, elle peut justement définir sa politique de développement et bien sûr penser l'avenir et le bonheur de son peuple. Voilà comment moi je vois ce projet-là. Donc, c'est un projet qui est un peu calqué sur le modèle du pétrodollar, qui en réalité n'était pas une monnaie, c'était un problème, ce sont des chiffres, c'est du numérique, et qui a permis à ce que les monarchies du Golfe puissent se développer sur la base de leurs ressources naturelles. Et c'est dans ça justement que le président Fossa Akash Touadéra, qui est un mathématicien, moi je me dis, c'est justement dans cette logique-là qu'il a pensé le projet Sango, qui en réalité est un projet endossé sur ce qu'on appelait la crypto-infrastructure. Développer le pays sur la base de ses richesses naturelles par une forme de monnaie numérique qui est le Bitcoin, qui aujourd'hui, demain, ou alors demain, s'appellera le Sango Coin. Merci à vous, très cher Charlie Kenyé, président Bandakani. Je crois que ce sera avec vous qu'on va refermer le tour de table. Je rappelle à nos téléspectateurs que dans les minutes qui suivent, ils retrouveront Siké Doumbé et d'autres invités pour la suite de la journée édition spéciale. Président Bandakani. Ben écoutez, ils ont été tellement brillants, mes prédécesseurs, en la matière. Je voudrais rassurer le professeur Bellec qu'on n'a pas besoin de lire, comment on appelle ça, de lire dans des boules de cristal. La dynamique d'émancipation monétaire est irréversible. Quand cette affaire a été lancée, vous vous souvenez, Bachir, je vous avais dit que allons-y mollo, parce que j'avais la conviction que ça s'inscrivait dans une dynamique d'émancipation monétaire. Oui. Comme le professeur Bellec, je n'ai jamais été un pro-Bitcoin pour les particuliers. Il y a beaucoup de scandales, de spéculations, de ruines à travers le monde qui sont liés au Bitcoin. Les dernières victimes, ce sont les Kenyans, les gens du Kenya, qui, c'est pas millions, quand je chiffre des personnes qui ont été spoliées à travers le Bitcoin. Mais à partir du moment où un État de la sous-région, comme la Centrafrique, s'est lancé dans une dynamique, j'ai rapidement compris ce qui était en train de se jouer. Et vous vous souvenez, Bachir, je vous avais dit que la BEAC n'avait pas les moyens de sanctionner la Centrafrique. Oui, vous l'avez dit. Vous avez dit ça. Vous voyez que la BEAC est revenue à de bons sentiments, qui maintenant s'inscrit dans l'étude approfondie du Bitcoin. Tout ça, ce n'est pas le hasard. Tout ça, ce n'est pas le hasard. La perspective qui est claire quand on connaît la situation géopolitique de la Centrafrique, mon cher Bachir, oui, où les efforts du président ont été contrecarrés par les manœuvres, les dernières manœuvres, les vestiges du franc CFA, à savoir les banques centrales, et toutes sortes de blocages qu'il y a ici à gauche, à droite, n'est-ce pas, mettaient sur la table la nécessité de parachever le processus d'émancipation monétaire, qui a pris effet avec le non-renouvellement des accords en Afrique centrale liés au franc CFA. Parce que les gens semblent ignorer, ces accords n'ont pas été renouvelés. On n'est pas ici en Afrique de l'Ouest, où le terroriste en chef fait le cinéma. Donc, en Afrique centrale, on n'a pas renouvelé les accords. C'est ça. Le principe, la perspective est claire. À partir du moment où on ne renouvelle pas, ça oblige à engager une perspective pour
comment on dit ça, pour positiver le non-renouvellement du franc CFA. C'est une obligation, on n'a pas besoin de parler. Ceux qui observent, l'observent. Et ça a commencé. C'est là qu'il s'agit. Ça a commencé. Il n'est pas possible, sur le plan de la cohésion sous les journaux, que la Centrafrique se lance dans la butte quoi, en étant en désaccord avec le Cameroun. En étant en désaccord avec les autres pays de la CEMAC. Ce n'est pas possible. On n'a pas besoin de lire un boule de cristal pour comprendre ça. Ce n'est pas possible. Donc on est dans une dynamique qu'il faut aborder avec beaucoup de sérieux. C'est d'autant plus que Charlie Kenya l'a dit, je crois qu'il n'avait pas vu ça même. Je le félicite, il l'a vu. Les Russes ont demandé à leur banque centrale de réfléchir sérieusement à la perspective de la coopération, n'est-ce pas, monétaire, numérique. Bon, ça c'est pas le hasard. Les Russes travaillent sur le numérique depuis très longtemps. Ils sont très avancés en matière numérique. Ils l'ont demandé. Et il vous revient que mon cher Bachir, le premier partenaire géopolitique de la Centrafrique s'appelle qui? C'est la Russie. C'est la Russie. Et les engagements géopolitiques de la Russie en Centrafrique, ces efforts sont aussi basés sur les matières premières centrafricaines. Donc, à partir du moment où le carcan du franc CFA va toujours être activé par la France pour embêter la Centrafrique, il est normal qu'on réfléchisse à des solutions innovantes pour contourner. Et quoi de mieux que la Bitcoin? Si au niveau des États, on s'engage dans cette affaire, et que vous avez un partenaire international, je prends le cas de la Russie, il y avait les perspectives monétaires du monde qui sont en train d'être complètement chamboulées. Vous savez, mon cher Bachir, actuellement, il y a une monnaie de réserve mondiale qui est en train de se mettre en place au niveau des BRICS. C'est plus un débat. Parce que c'est terminé avec la fausse monnaie qu'on appelle le dollar. C'est terminé. Vous comprenez très bien ce qui se prépare. Donc, on est dans une démarche extraordinaire. Nous sommes en train de suivre de très près cette innovation centrafricaine en la matière, mon cher Bachir. C'est de la monnaie numérique, c'est pas compliqué. C'est de la monnaie, mais seulement numérique. Ça donne des avantages extraordinaires. Les blocages que vous avez au niveau de la réalité monétaire, avec le carcan du franc CFA, qui même quand il n'est pas renouvelé, a laissé des habitudes, des pratiques et une culture du franc CFA, n'est-ce pas, mon cher Bachir, qui est un carcan. Vous avez des perspectives extraordinaires que vous donne une monnaie numérique. La monnaie numérique n'a pas les limites d'une monnaie réelle. Je dis surtout quand c'est un État, quand les États se mettent là-dedans. Je ne parle pas au niveau des individus. Oui, au niveau des États. Et dans la situation, n'est-ce pas, des pays africains, la monnaie numérique offre des avantages extraordinaires, mon cher Bachir. On vous a dit, ce n'est pas une banque centrale qui gère le Bitcoin. À l'époque, vous avez dit que bon, la bière n'a pas le droit de s'agiter parce que il y a pas une banque. Elle va parler à qui? Son interlocuteur, c'est qui? C'est pas une banque, c'est pas une banque puisque centrale. Les textes n'avaient pas prévu tout ça. Non, c'est pas une banque centrale qui gère. Donc elle s'agitait. Vous avez dit ça, qu'elle s'agite, ça ne marche pas. Deux, elle n'a pas pour interlocuteur un État. Le gestionnaire de la bière, c'est un fonctionnaire de la sous-région. Il ne parle pas avec le président. Oui, vous avez dit ça. Donc à tout point de vue, la BIAC n'avait pas les moyens de faire face. C'était une autre dimension, cette affaire. La Centrafrique a besoin d'investissement. Il a fait tous les efforts, le président Touadéra, d'essayer de charmer les investisseurs, entre guillemets, occidentaux. Paris lui a créé des blocages pas possibles. Des blocages pas possibles. Tous les projets qu'il a mis en place, il n'a pas pu lever les financements. Parce que les partenaires habituels cassent les pieds. Alors, il reste quoi? À partir du moment où vous avez la sécurité des États qui s'engagent dans cette affaire et qui donnent des garanties, et que les garanties sont, sont multilatérales, qui sont d'une garantie, c'est-à-dire que les États s'engagent, toi, tu as de la matière première, moi, j'ai les capacités de lever des investissements. Et en retour, tu me donnes des garanties. Nous avons une monnaie de réserve, désormais qui est mondiale. Mais le débat est clos. Le débat est clos. Les conditions sont réunies pour le décollage enfin réel des économies africaines. Et en général, et des économies de la CEMAC, de la sous-région, et de l'économie centrafricaine. Les gens n'imaginent même pas à quel niveau ce pays est riche. Les gens n'imaginent même pas à quel niveau ce pays est riche. Il n'était pas en mesure d'exploiter son sous-sol parce que Paris a confisqué ça. Il a dit qu'au-delà de 5 km du sol, ils n'ont pas le droit de lorgner, de regarder.
Au niveau de l'ONU, il est sur embargo militaire. Mais demandez-vous comment? Le président, il a fallu avoir du génie pour obtenir l'avènement de la Russie. Mais comme la Russie, attention, il ne faut pas demander, la Russie, c'est pas le bon Dieu. Donc, la Russie, quand la Russie s'investit au niveau des armées, s'engage de l'argent. C'est du financement. Il faut soutenir ça financièrement. Mais vous croyez que la Centrafrique a fait comment? Pas de l'argent. Mais il a dû mettre en gage ses matières premières. Il y a eu des garanties que les Russes ont eues. Maintenant, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà de l'extraction primaire des matières premières pour obtenir un partenariat géomilitaire avec une puissance d'envergure mondiale. Il faut aller au-delà. Parce que si on ne va pas au-delà, c'est la pauvreté qui va continuer. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de sécuriser de manière primaire. Il faut valoriser. Il faut valoriser le potentiel minier de ce pays. Il faut valoriser le potentiel de son sous-sol, mon cher Bachir. Et la Russie a une grande expérience en la matière, si elle parle seulement de la Russie. La Russie a une grande expérience en la matière. On a vu comment la Russie a valorisé ses matières premières au point de paralyser la géopolitique mondiale, au point de paralyser l'économie mondiale. Pour ce Belek. Donc il y a une expérience à la matière, et la Russie n'est pas la seule puissance, Bachir, à commencer à reconnaître tous les bitcoins, même la Chine. Alors nous parlons, les gens bavardent de l'Union européenne qui bavarde là, qui braille, est en train, mon cher, de valoriser les monnaies numériques. Oui. Donc il faut arrêter l'hypocrisie. Il valorise ces monnaies numériques. Donc c'est une opportunité extraordinaire qui permet de débrider le carcan de la zone franc, de débrider les carcans du vieux système monétaire économique mondial, j'appelle vieux système Bretton Woods, Banque mondiale, FMI, SWIFT, Banque de règlement internationaux, système de Bâle, qui passe le temps à faire chanter l'humanité, à faire le chantage aux gens. Bienvenue au nouveau système financier mondial que la Russie, les Chinois, les Brics et les Africains sont obligés de mettre en place, mon cher Bachir. Et un des leviers de ce nouveau monde-là, c'est la monnaie numérique. Qu'il s'appelle Bitcoin ou pas, c'est la monnaie numérique prise en charge par les États, je précise. Très bien. Merci à vous, Président Bandakani, pour ces mots qui nous permettent de refermer définitivement cette première partie. Pour Mbelek, je sais qu'il y a beaucoup à dire, mais certainement, ça se dira avec le plateau qui va s'en suivre dans une trentaine de minutes, conduit par Siki Doumbé, avec des invités tels que Patient Parfendom, Tagia et bien sûr Matomba Segespoir. Et en troisième partie, on retrouvera Ndedi Foot qui aura à ses côtés Edmond Kiaté, Jonathan Batengene et Nestor Podacé. Merci au professeur Belek pour le temps et bien sûr la matière grise que nous avons pu partager ce matin encore. Merci au président Bandakani également et sans oublier notre cher Charlie Kenyé qui nous produit de très très bonnes chroniques. Allez-y lire les chroniques de Charlie Kenyé, c'est sur sa page et c'est également dans toutes les plateformes dans lesquelles nous nous retrouvons. Bonne suite des programmes sur les antennes de Foyo Média.